du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à tous et bienvenue dans le 10e épisode de la saison 7 de Vue du banc, un épisode qu'on a avancé au lundi puisqu'on sort d'un week-end assez exceptionnel en termes de choc et de gros matchs dans tous les championnats, ou quasiment tous les championnats, donc on va passer tout ça en revue avec mes deux collègues. D'abord Raphaël Cosmidis, le papy de Choulot de Vue du banc. Salut Raphaël. Salut Florent. Et Christophe Puchely, le Mister Buddy Guy du podcast. Salut Christophe. Bonjour Florent, très heureux de t'avoir à l'animation. Je sens qu'on va passer un bon moment ensemble. Et on va sans doute passer essayer de passer un meilleur moment que certains joueurs de foot sur les deuxièmes périodes, puisqu'il y a eu quand même pas mal de difficultés dans plusieurs championnats. On peut penser à la Première Ligue avec Klopp et Guardiola qui en ont parlé. On peut penser aussi au match en Italie, la Lazio face à la Juve, l'Atalanta face à l'Inter Milan. Et c'est vrai que c'est le premier thème, Raphaël, qui revient dans quasiment tous les matchs. Ce sont les deuxièmes périodes. Et quand on a préparé l'émission, t'as envoyé quelque chose. Une phrase très simple, une question, c'est: les joueurs sont-ils en train de crever ? Ouais, avant d'avancer sur vraiment les principes de jeu, les performances individuelles et collectives, c'est un point commun qu'on a vu sur pas mal de matchs de ce week-end. Alors j'ai pas parlé avec Christophe de ça, mais il pourra nous donner son avis, surtout que là je crois qu'il est en train en même temps de regarder la deuxième de Dortmund-Bayern. Mais des 3 voire 4 matchs que j'ai vus, mais s'il y en a un que j'ai vu en diagonale, j'ai surtout vu Atalanta-Inter, Lazio-Juve et Liverpool-City, ou City-Liverpool. À chaque fois, les deuxièmes mi-temps ont été plus compliqués. Alors, il y a l'exemple de City-Liverpool qui s'éteint vraiment en deuxième. Et je crois que tu avais les XG juste avant qu'on démarre le podcast, Flo, et c'était assez cata. Ouais, 0,32 à 0,26 en deuxième mi-temps. Mais c'est pas exceptionnel. Il y a d'autres matchs qu'on va évoquer où c'est un peu la même chose aussi. Et Lazio-Juve, déjà, le rythme était pas fou en première période. Et en deuxième, certes, il y a l'entrée de Ronaldo qui bouge un peu les deux équipes, mais sinon c'était assez mou. Et pareil pour Atalanta-Inter, où d'ailleurs à un moment tu regardais un peu en diago et tu me demandais si ça pressait vraiment l'Atalanta, et je t'ai dit oui, mais 15 minutes plus tard c'était plus le cas, parce qu'en deuxième période l'Atalanta a un peu arrêté de presser, l'Inter mettait moins de rythme aussi, et quand tu vois les déclarations des entraîneurs, des joueurs, le nombre de blessures, parce qu'il y en a encore eu là sur City-Liverpool, il y a Alexander Arnold qui s'est fait une blessure musculaire. Je pense que sur tous les matchs, on pourrait citer des blessures musculaires, mais là, ça commence à en faire beaucoup. J'ai quand même l'impression que, oui, il y a toujours ces principes de jeu-là, oui, il y a toujours de l'intensité parfois, il y a des matchs qui ont démarré très fort, là, je suis en train, même Christophe regarde la deuxième, je regarde la première de Dortmund-Bayern en même temps, et il y a du rythme, et ça va presser, et ça court devant, mais j'ai l'impression qu'il y a 45, 60 minutes peut-être, parce que City Liverpool, ça a tenu 60 minutes, mais après, que c'est très difficile, tu vois, City était à 4-5 points de Liverpool avec un match en retard. Donc pour eux, l'intérêt, c'était quand même d'aller chercher cette victoire, surtout que vu la physionomie, en deuxième, City est supérieur, donc tu peux te dire que tu vas aller pousser, chercher ce score. Et tu sentais pas dans l'activité des hommes de Guardiola, ni de celle d'ailleurs des hommes de Klopp, la volonté chez une des deux d'aller plier ce match, d'aller le gagner. L'impression que cette gestion un peu des efforts et ce match nul, c'était pas une grande satisfaction, mais bon, fallait faire avec. Il y a la trêve qui arrive. C'est un peu particulier, j'ai limite l'impression que les clubs espèrent que leurs joueurs vont se faire des petits bobos, des petites blessures pour pas aller en sélection. Et évidemment, ça touche plus les grosses équipes que les petites parce qu'il y a beaucoup de joueurs internationaux. Mais même les équipes intermédiaires, les équipes moyennes, quand elles ont des joueurs qui viennent de sélections moins fortes, souvent c'est des joueurs importants pour leur sélection, donc ils sont encore convoqués. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on arrive à un point de rupture. Là, on est début novembre. Il y a l'enchaînement des matchs de Ligue des Champions, des matchs de Ligue Europa. Je pense que ça a été assez violent. Il y avait une trêve internationale avant, il y en a une qui vient là. Je sais pas comment on va les retrouver et dans quel état dans quelques semaines, et encore plus dans les championnats où ça joue régulièrement pendant les fêtes. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Christophe. On risque d'avoir encore ces différences qui vont s'accroître peut-être entre les championnats. On va rentrer après dans le détail. Il y a des différents matchs, et notamment de Dortmund-Bayern et de City-Liverpool. Mais déjà, quand tu prends ces deux matchs-là, la différence me paraît énorme en termes d'intensité de ce qui se passe sur le terrain. Et comme le dit Raphaël, en hiver, en Allemagne, on s'arrête quasiment un mois, il me semble, en général. À partir de mi-décembre, ça reprend
bien mi-janvier ou même fin janvier, alors qu'en Angleterre, ils vont pas s'arrêter et ça risque de s'aggraver encore, je pense, du côté de la Première Ligue. Bah, déjà, l'Allemagne, il y a le premier truc qui est qu'ils ont réussi. Alors, ça dépendait pas que d'eux, hein, c'était aussi lié à la situation sanitaire, mais réussi à reprendre assez rapidement et à bien étaler le truc pour éviter de terminer des saisons comme ils ont fait notamment en Liga où c'était vraiment excessif, où ça jouait tous les 2-3 jours pendant pas mal de semaines. Et donc, du coup, peu importe la longueur de la trêve, qui dans tous les cas était assez courte puisque le championnat se terminait assez tard, ils ont quand même réussi à ne pas cramer les joueurs. Donc, du coup, même avec une trêve un petit peu plus courte, les physiques étaient pas forcément entamés. Et on disait à l'époque sur les podcasts, il y avait des Darida ou autres qui battaient les records de kilomètres parcourus, de sprint à haute intensité, enfin de sprint ou de course à haute intensité pour notamment Alphonso Davies qui en faisait une 40aine par match de sprint. Donc là-dessus, les valeurs physiques en Bundesliga étaient pas trop touchées. Donc ça, c'est le premier truc aussi, c'est-à-dire que eux ont pu faire une fin de saison relativement classique. Et la deuxième chose, c'est que, et là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener, même si bon, on peut considérer qu'une pandémie mondiale n'est pas forcément un scénario habituel et que du coup, ça ne nécessite pas d'avoir de réflexion systémique pour l'avenir parce que c'est destiné à s'arrêter. Mais on peut se poser la question d'avoir des championnats à 18 clubs et à 34 journées. Je pense qu'on peut se le poser pour deux raisons, à la fois pour ça, mais qui, je pense, ne fait qu'aggraver un problème et mettre en lumière le fait qu'il y a trop de matchs dans le foot. Raphaël le disait, mais même en tant que téléspectateur, c'est difficile de tout suivre parce qu'il y a beaucoup de matchs. Et c'est vrai que nous qui sommes intéressés par pas mal de choses, parfois il y a beaucoup de matchs qui rentrent en choc temporel et du coup on peut pas tout voir. Mais même pour les joueurs, en fait, c'est-à-dire je suis pas sûr que le foot, même pré-pandémie, mériter d'avoir des saisons à 38 matchs de championnat, plus tous les matchs de coupe européenne, plus les matchs de sélection qui ont un intérêt variable, mais il faut quand même maintenir le foot de sélection parce que si tu fais plus les fenêtres internationales, du coup t'as plus de coupe du monde ni rien, donc au final ça n'a plus grand intérêt et tu tues quand même la plus grosse compétition. Et puis même quand tu vois, je veux pas citer de club ni particulièrement de championnat, mais de manière générale, les équipes qui sont en bas de tableau un peu partout, la plupart sont assez peu intéressantes et assez peu compétitives. Alors il y a toujours 2-3 bonnes équipes, on va dire, qui commencent mal, mais si tu prends les championnats à partir de la 30e journée et que tu regardes toutes les équipes qui sont en lutte pour le maintien, généralement, franchement, tu prends les 5 grands championnats, donc tu prends, allez, on va prendre 5 équipes par championnat, ça fait 25 globalement à la louche, hein, mais qui se battent pour le maintien. Dedans, t'en as 2-3 où ça ferait mal au cœur de les voir descendre, mais la plupart des autres, honnêtement, on me dit, bah, en fait, tu refais la saison et elles sont pas en première division. Ça me choque pas du tout. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il y a des vraies questions à se poser. Là, on arrive sur une trêve internationale où il y aura 3 matchs de sélection. Donc sans le vouloir, les sélectionneurs peuvent indirectement un peu tuer des clubs. C'est-à-dire, il y a aucun intérêt à le faire. Hein, mais si tu alignes 3 fois le même joueur, bah bon courage derrière pour l'aligner en club. T'es quasiment obligé si t'es entraîneur de club de ne pas l'aligner sur le match suivant. Mais c'est vrai que, alors j'ai pas vu notamment la deuxième période de City, et je l'ai pas rattrapé du coup parce que Raphaël m'a dit que c'était assez mauvais, donc du coup j'avais pas trop de regrets parce que comme je le disais il y a beaucoup de matchs donc du coup impossible de tout voir. Mais de ce que j'ai aperçu de Gladbach face au Bayer Leverkusen qui pourtant avait joué jeudi pour le Bayern et en milieu de semaine pour le Gladbach, et là le Dortmund Bayern que je suis en train de terminer qui eux aussi ont joué en coupe européenne, bah c'est les seuls matchs que j'ai vus où vraiment il y a de l'intensité sur 90 minutes, et au-delà de l'intensité t'as des buts aussi en fin de match qui sont pas juste liés au fait que tout le monde soit cramé, alors que j'ai l'impression que notamment les matchs de Lazio qui marquent toujours depuis l'année dernière dans les arrêts de jeu, c'est plus lié à des exploits individuels, à de la fatigue en face, que la Lazio qui serait capable de hausser le curseur de l'intensité et de le maintenir extrêmement haut pendant tout un match. Ouais, d'ailleurs, les Allemands ont les meilleurs résultats en Europe cette saison, pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais. Bah, je crois qu'ils Entre sont Gladbach tous en tête de groupe, ou alors premier ex-aequo, j'avais regardé ça avant la journée. Parce que même en Ligue Europa, les Hoffenheim et tout, me semble, sont en tête de leur groupe. Parce que les Leverkusen, ils ont claqué Nice, au Gladbach, ils ont claqué le Shakhtar, et ils auraient pu gagner contre l'Inter et le Real, ce qui est quand même pas donné à la base. Bon, le Bayern, ça sert à rien d'en parler, ils font leur compétition à eux. Qui d'autre est impliqué chez les Allemands? Leipzig, ils s'en sortent pas trop mal. Bon, après, ils ont quand même pris 5 contre Manchester, mais contre le PSG, ils ont mieux fini physiquement. Ouais, ça fait quand même du monde qui finit mieux chez les Allemands. Et en effet, comme le disait Christophe, on a l'impression que cette gestion des trêves, des Covid, des confinements a été bien meilleure et peut-être facilitée chez les Allemands. Après, peut-être que dans 50 ans, on parlera de la Bundesliga 2020 comme de l'Allemagne 54 à la Coupe du Monde, on ne sait pas. On n'espère pas, mais c'est vrai que dans la performance collective et
l'intensité qu'ils arrivent à mettre, c'est Juste bien confirmer, supérieur. avant de laisser Flo, Offenheim, qui est la dernière équipe qu'on n'a pas mentionnée et qui est pas bien du tout en championnat, enfin qui est un peu en galère, à 9 sur 9, alors dans un groupe abordable, 11 buts marqués, 1 but encaissé. C'est-à-dire que même les équipes qui ne sont pas forcément monstrueuses sur le papier et pas en pleine confiance réussissent à bien performer en Europe. Petite question, Christophe, puisque tu t'es relancé tout seul, de Ghislain Correa, à propos des conséquences peut-être tactiques de cette situation actuelle de toutes les équipes sur le plan physique. C'est sur l'enchaînement, donc je cite, l'enchaînement inédit des matchs et la fatigue générale contribue-t-elle à limiter l'écart entre les équipes qu'il appelle protéiformes, donc qui font du pressing, qui jouent beaucoup sur l'intensité, et les autres? Est-ce que ça se ressent dans les stats? Et là, du coup, la saison post-Covid peut-elle célébrer des projets de jeu réactifs alors que la proactivité s'essouffle? J'entends ce qu'il veut dire, mais j'ai l'impression que ça se confirme pas toujours. C'est-à-dire que si tu prends d'un point de vue logique, effectivement, tu te dirais l'équipe qui est capable, qui n'a pas besoin de beaucoup courir pour gagner ses matchs, puisque tout le monde est capable, enfin moins capable de courir. Finalement, c'est elle qui va s'en sortir par rapport à l'Atalanta, où si t'enlèves cette dimension d'intensité, de course, de pressing, je vais pas dire qu'il reste moins de choses, mais c'est plus compliqué. Maintenant, quand tu vois les résultats qui sont pas dramatiques non plus, mais l'Atlético n'a que 4 points en Ligue des Champions pour l'instant et aucune garantie d'aller au tour suivant. Alors ça se passe bien en championnat, mais je pense que plus que favoriser vraiment un type d'équipe, t'auras, alors c'est un truc un peu difficile à quantifier et qui est un peu bateau, mais tout ce qui est gestion temps fort, temps faible, qui pour moi sera très important. C'est-à-dire c'est même au-delà de l'aspect tactique. Oui et non, disons, pour moi ça sera la capacité en fait à avoir un temps fort dans un match et à vraiment le maximiser. Raphaël qui a vu le match confirmera que l'Atalanta est soit 50-50 sur le rapport de force, soit 40-60, notamment en deuxième période face à l'Inter, mais qu'entre la 80e et la 90e, ils investissent le camp adverse et ils ont genre 3 fois plus d'occasions qu'ils n'en ont eu sur le reste du match. Ils marquent un but, ils ont 2-3 opportunités pour en mettre un autre, et pour moi c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire vraiment bien traverser tes temps faibles, et parce que tu as des équipes qui sont pas forcément protéiformes mais qui arrivent, genre là l'Atalanta face à l'Inter, globalement ils étaient pas non plus en énorme danger défensif, donc c'est-à-dire voilà, réussir à un peu endormir le tempo du match, et même si t'es pas super à l'aise, ne pas trop subir, et avoir des périodes de domination où là en gros tu vas être un sprinter plutôt qu'un coureur de fond. Je pense que c'est vraiment ça qui peut être intéressant, et donc pour les équipes d'intensité en fait, au lieu de mettre une intensité folle sur une grosse période, réussir quand même à avoir ton temps fort et à être à peu près maître de la période à laquelle tu vas accélérer le jeu. Et pour finir aussi, les remplacements, ça c'est quand même une donnée assez importante, et je pense que ça joue aussi sur ce temps fort que j'évoquais de l'Atalanta, quand tu peux faire rentrer alors Miranchuk, qui a du mal dans le début de saison, mais tout ce qui est Muriel, etc. Enfin, l'Atalanta s'est quand même pas mal renforcé sur le banc, sur la densité d'effectifs. Je pense que les équipes qui sont capables de faire rentrer 4-5 joueurs frais, qui ont l'habitude de rentrer en cours de jeu et qui ont un niveau assez proche des titulaires, vont être capables de renverser des matchs. Et là-dessus, il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de Covid, pas qu'il y ait des équipes comme la Lazio qui soient obligées de faire 3-4 semaines à 15 joueurs. Ouais, et puis Klopp se plaignait aussi, Flo, de l'absence de 5 changements en Angleterre, parce qu'ils ont décidé de rester à 3. Ouais. Et il disait, mais c'est idiot, tous les autres championnats le font à 5, c'est pas juste parce qu'on a envie, c'est une nécessité. Et il le dit aussi, alors au-delà du rythme des matchs, les effectifs sont hyper réduits parce que t'as toutes les semaines 3, 4, 5 joueurs qui peuvent pas jouer à cause du Covid. Si tu rajoutes les blessures qui sont de plus en plus nombreuses, t'as des mecs qui sont obligés de jouer en fait. Je pense qu'il y a des mecs qui là sont sur des... Il faudrait vérifier les temps de jeu. Il y a des mecs qui ont peut-être fait 10, 11, 12 matchs de suite parce que c'est pas eux qui ont été covidés, ou alors les autres l'ont trop été, et ça a dû sortir des joueurs, soit des jeunes joueurs qui vont enchaîner, soit des cadres qui vont jamais pouvoir souffler. D'où pas mal de blessures ces derniers temps, alors que je suis en train de rater une occasion de rater de Hollande. Donc à voir aussi là-dessus. Je sais pas comment, j'ai l'impression qu'il y a moins de cas de Covid dans les équipes allemandes. J'ai pas l'impression que le Bayern ait eu énormément de cas, j'ai pas l'impression que Dortmund ait eu énormément de cas. Donc je sais pas s'ils gèrent mieux les contacts et le brassage des gens pour éviter qu'il y ait plein de cas de Covid. Alors qu'en Italie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'effectifs là. Je crois qu'il y a un truc qui est sorti sur Twitter, là, une infographie qui a été relayée, où tu vois tous les cas de Covid en Serie A, et c'est une hécatombe. Donc c'est aussi cette gestion-là, je pense que ça va pas mal distinguer les championnats, et juste, même dans les Coupes d'Europe, leur capacité à aller loin. C'est la Lazio cette semaine qui était décimée en
en Coupe Mais d'Europe, il me semble. ils le sont tout le temps, hein. Ouais, certes. C'est malheureux, mais enfin Fares n'était pas forcément destiné à enchaîner les matchs avec pas Agpo non plus, et pourtant tu les vois chaque semaine. Et enfin j'ai l'impression que depuis le premier match de Ligue des Champions, je crois que c'était contre Bruges, où ils sont 15. Et en plus t'as eu l'Imbroglio Immobilier où il était positif, il jouait pas, il a été déclaré négatif, je crois sur la journée précédente de Serie A. Du coup il a joué, il a refait un test UEFA, il était de nouveau positif, donc du coup il se pose des questions sur le médecin de la Lazio, qui a pris des positions un petit peu genre oui au début de la pandémie c'est qu'un rhume, etc. Donc du coup il le soupçonne un peu d'avoir pas trafiqué les résultats, mais d'avoir un peu caché les trucs. Enfin c'est des trucs assez spécifiques. Si en plus tu rajoutes les déclarations du président de la Lazio qu'on ne relayera pas mais qu'on qualifiera d'audacieuses sur le Covid, je vous invite à chercher ça. On peut se poser aussi des questions, ne serait-ce que sur les tests, hein. Je veux dire, selon que tu remontes tout en haut du nez ou pas, t'as pas les mêmes résultats. On a vu ça notamment en tennis ou à Roland Garros et l'US Open, ils faisaient pas exactement les mêmes tests. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a cette variable aussi qui est quand même assez compliquée à anticiper. Et tu vois, là, en Serie A, Flo, alors c'est pas une infographie sur les cas de Covid, mais c'est une infographie sur les joueurs convoqués et les villes qui acceptent ou non de faire partir les joueurs. Parce qu'au-delà du cas club, t'as aussi des villes en Italie qui refusent que les joueurs partent parce que s'ils reviennent, ils vont peut-être amener encore d'autres cas de Covid. Et par exemple, la Fiorentina, ils ont une dizaine de joueurs convoqués en sélection et la ville de Florence refuse de les laisser partir. C'est pareil pour les deux clubs de Rome, alors que du côté de Gênes, de Milan, les joueurs ont le droit de partir. Et par exemple, l'Inter qui a des joueurs assez vieux et qui n'a pas un effectif hyper long en termes de qualité, il y a une quinzaine de joueurs qui est convoqué et qui va revenir un peu cramé, quoi. Là, je vois Vidal qui enchaîne les matchs, il est convoqué. Lautaro qui enchaîne les matchs, il est convoqué. Lukaku qui a pu souffler, il est convoqué. Brozovic, j'ai l'impression qu'il joue tous les matchs, il est encore convoqué. Et même Sassuolo qui a un effectif beaucoup moins long et qui a 4-5 joueurs qui sont hyper importants et qui en plus ont été absents récemment. Caputo, Berardi, Locatelli sont encore convoqués. Donc ça va être très 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 compliqué pour certains clubs de faire la saison avec leur 11 titulaire. On va rentrer dans le vif du sujet de l'épisode, même si bon, ce sujet était déjà quand même très important, avec toutes ces blessures, etc. On va rentrer dans le premier match du week-end. Alors on aurait pu parler de PSG Rennes avec la victoire du PSG. C'était le choc du week-end en Ligue 1, n'en déplaise aux Lyonnais ou aux Stéphanois. Je vous renvoie plutôt vers l'article de Maxime Brigand qui évoque très bien les limites rennaises sur ce match-là qui ont un peu donné le match au PSG, avec pas mal de mauvais choix dans les sorties de balles, un jeu au pied un peu défaillant de Gomis qu'on avait déjà un petit peu vu face à Chelsea. Donc ça donne le premier but et ensuite un deuxième but donné par l'option choisie par Stéphane de faire sortir très haut ses relayeurs pour un petit peu gêner la relance parisienne. Et en fait, le deuxième but, c'est simplement une passe trouvée justement entre les lignes, puisqu'a priori Paris n'avait pas forcément de joueurs pour faire peur entre les lignes sur ce match-là. Finalement, c'est passé, ça a fait le deuxième but. Et ensuite, comme lors de City-Liverpool, dont on va parler tout de suite, une deuxième mi-temps assez éteinte en termes d'occasion, puisque Paris termine à 0-14. En même temps, il menait au score, mais Rennes termine à 0-29. Donc là, on se heurte peut-être aussi aux limites rennaises pour déstabiliser certains blocs en l'absence de ses titulaires, de Camavinga notamment, et aussi après le départ de Rafinha, Rennes n'a toujours pas trouvé de remplaçant à ce niveau. On passe donc, Raphaël, à Manchester City-Liverpool. Match nul, un but partout. City termine à 1,58 en expected goals, Liverpool à 1,19, mais les deux équipes ont eu un penalty. Comme je l'ai dit, deuxième mi-temps à 0,32 pour City, 0,26 pour Liverpool. Et Raphaël, un City que tu qualifierais de toujours très banal et un double pivot, surtout Rodri Gundogan, qui est loin de te convaincre, mais je crois que Christophe et moi-même, nous sommes dans le même cas. Ouais, mais en fait, c'est au-delà de Rodri Gundogan, d'ailleurs, comme il faut dire, je reprends la prononciation de Stéphane Guy. Je sais pas, c'est très très bizarre, c'est un feeling, alors qui est à la fois basé sur des mécanismes de jeu, des principes présents ou non, mais c'est juste d'être devant un match de City et d'avoir l'impression qu'on voit, je sais pas, une équipe dont on cherche l'identité. Et ça, j'ai rarement eu ce feeling-là avec une équipe de Guardiola. Il y a eu ça à un moment, à une époque au Bayern, mais c'était surtout au début, où tu te disais, mais est-ce que vraiment ça va se contenter de centrer et d'espérer que ça rentre dans le but? Et finalement, ça a été un peu plus varié, il y a eu des types de centres variés, des déplacements un peu plus originaux.
Mais là, alors peut-être c'est marrant parce qu'on lui reprochait en Ligue des Champions de chercher trop de complexité, trop d'adaptation, d'ajustement par rapport à l'adversaire. Là, t'as l'impression qu'il part sur un projet plus classique, qui se démarque moins des autres clubs, et on va lui reprocher aussi. Mais c'est pas forcément un reproche d'ailleurs, c'est plus une sensation bizarre. À la fois le système de jeu, un 4-2-3-1 qu'il a, je sais pas s'il l'avait utilisé avec City déjà par le passé, mais pas de manière aussi régulière et systématique que depuis l'arrivée de Lilo cette saison. Lilo qui est un peu l'inventeur en Espagne du 4-2-3-1, et j'imagine qu'il a une influence là-dessus. Et puis même dans les circuits pour ressortir, dans l'incapacité à jouer à l'intérieur, dans la dépendance à De Bruyne, je sais pas, c'est beaucoup au-delà d'être des défauts, beaucoup de traits de caractère d'une équipe qu'on avait rarement vu chez Guardiola. Et je sais pas ce que Christophe en a pensé, notamment de la première période, parce qu'il n'a pas vu la deuxième, mais tu regardes le match, tu te dis, il y a beaucoup de problèmes qu'on avait rarement vu dans une équipe de Guardiola, la distance entre les lignes, un pressing qui ne sait pas vraiment comment faire, une sortie de balle qui pendant 15-20 minutes n'a aucune idée de comment trouver ses milieux de terrain, et notamment De Bruyne entre les lignes. Enfin, je sais pas, des défauts qu'on n'avait plus l'habitude de voir chez Guardiola, et c'est un peu comme si Nadal savait plus défendre en fond de course, tu vois. Et ça, c'est vraiment particulier. Ça s'est un peu corrigé en deuxième période, mais le début de match était lunaire. Christophe, puisque Raphaël voulait savoir ton avis sur le sujet, vas-y. Oui, en fait, il y a plusieurs, tu peux découper ça en plusieurs périodes, et c'est vrai que je trouve que City a été mieux au fil des minutes, mais que sur vraiment le tout début de match, c'était difficile de comprendre ce que cette équipe voulait faire. Il y avait une certaine prudence que je m'expliquais pas. Si, en face, c'est Liverpool. Mais c'est-à-dire que j'avais du mal à voir quel était exactement le projet. Est-ce que tu étais juste dans l'attente, en gros, voir ce que Liverpool va faire parce que tu n'es pas forcément habitué à voir cette équipe avec 4 joueurs offensifs. Donc avec Jota en plus des 3 habituels, Firmino, Mané, Salah. Donc du coup te dire tiens comment est-ce que ça va s'animer. Mais c'est vrai que c'est amusant de voir Guardiola autant dans la réaction parce que j'ai l'impression quand même que Guardiola était dans la réaction, mais réaction par rapport à l'adversaire, mais toujours en étant décideur. C'est juste que l'adversaire, Guardiola estimait qu'il était faible sur tel ou tel point. Donc du coup, Guardiola allait dans tous les cas enfoncer, mais ça allait être ce coup-ci on va plus se pencher à droite, on va plus se pencher à gauche. Là, j'ai l'impression déjà depuis la fin de saison dernière qu'il y a une partie où t'es plus totalement maître de ton destin, et c'est vrai que là-dessus, alors ça a fonctionné et c'était un vrai bon coup tactique, donc du coup on va pas le renier quelques mois plus tard, mais ne serait-ce que le choix qui était fait face au Real, en gros de miser sur le fait que Varane ne savait pas bien relancer et de toujours rendre les ballons au pied quand t'es gardien, tu remets quand même ton destin un petit peu entre les pieds de l'adversaire. Alors on peut considérer que tu n'as pas le ballon, mais presser, c'est défendre en avançant et c'est quand même être un peu décideur. Mais je veux dire, si le Real était le Real d'il y a quelques années et avait réussi à casser ton pressing, le Real se serait créé des occasions. Et déjà là-dessus, Lilo était déjà arrivé en plus, puisqu'il vient pour remplacer Arteta quand Arteta passe d'adjoint à City, entraîneur principal d'Arsenal. Et là-dessus, déjà, je me demande à quel point Lilo était impliqué un petit peu sur ce choix tactique. Et globalement, j'ai vraiment l'impression, oui, que Guardiola est passé de on va s'adapter, mais juste on va adapter notre façon d'attaquer l'adversaire. Parfois, on ne va pas penser le jeu par l'attaque, mais on va le penser par la défense ou par une forme de contrôle. Mais tu me dis que cette équipe-là, elle est coachée par Pellegrini. Je le crois sans souci, en fait. J'ai beaucoup de mal à voir quel est l'intérêt, finalement, d'avoir Guardiola comme coach, si c'est pour faire ça. Alors, tu vas me dire, oui, ça reste, même sans le côté idéologie, Guardiola continue à avoir des résultats, peut avoir un charisme, une influence sur ses joueurs, les faire progresser de manière individuelle, etc. Oui, mais je retrouve pas forcément les circuits de jeu, et ça revient à un article que j'écrivais sur Eurosport il y a quelques semaines, à savoir de dire est-ce que Guardiola est pas en train de se renier. Je vois pas en fait quel est son projet de jeu, son projet philosophique derrière ce qui est fait là, parce que son idée générale était quand même d'avoir une construction au fil des semaines. Là, j'ai envie de dire que même si tu gagnes ce match-là, sur quoi tu peux bâtir finalement? Alors on va me dire oui, il peut y avoir des adaptations d'une semaine sur l'autre, effectivement. Sauf que dans une première ligue aussi relevée, et vu ce qui est fait semaine après semaine, j'ai plus l'impression qu'en fait t'es en train de perdre un petit peu ce qui faisait ta particularité, et que c'est pas juste cette semaine on va foutre notre double pivot un peu conservateur, parce que même la semaine dernière, quand il joue avec 2 relayeurs, De Bruyne et Bernardo Silva, qui sont des relayeurs créateurs,
Bah, je sais même plus le club. Je me demande si c'était pas Sheffield. Ouais, avec le but de Kyle Walker. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et Kyle Walker, oui, effectivement, enfant de Sheffield. Donc, du coup, c'était Sheffield. C'est pour ça qu'il célèbre pas. Mais au final, t'avais ce que moi j'aime bien sur le système, à savoir un 6 relanceur avec Rodri et 2 relayeurs qui sont en fait des meneurs de jeu de demi-espace avec De Bruyne et Bernardo Silva. Au final, t'as pas vraiment créé de décalage. Donc, ça revient à l'idée de dire que les matchs où tu te renies un petit peu, je pense, te portent préjudice pour ceux où tu veux retrouver un jeu un petit peu plus expansif. Ah, mais tu vois, c'est la première fois, Flo, et je sais pas si Christophe sera d'accord, que j'ai l'impression que Liverpool pouvait battre City en étant moyen. Alors que d'habitude, Liverpool a besoin d'être bon, voire très bon pour battre City. Et franchement, là, tu te disais, ouais, City est rentré dans le rang. Et d'ailleurs, tu parlais des meneurs de demi-espace, Christophe. C'est marrant de voir que David Silva, pendant ce temps, est titulaire dans un rôle ultra similaire à la Real Sociedad, qui est leader de la Liga. Enfin, moi, je comprends l'idée de le laisser partir, mais si c'est pour faire confiance à aucun joueur qui peut lui succéder dans ce rôle-là, c'est un peu particulier. De se dire que tu laisses partir David Silva pour ne pas faire confiance à Bernardo Silva, pour ne pas mettre Foden dans ce genre de match, et pour au final finir avec Gundogan, qui est caché entre le premier et le deuxième rideau adverse, et qui touche très peu de ballons intéressants. Franchement, c'est une des rares fois où tu dis, mais pourquoi quoi ça fait plusieurs fois que ça marche pas. Pourquoi s'entêter là-dessus alors qu'il y a toujours eu une espèce de logique et de cohérence et de brillance dans ces choix-là où tu disais ah oui d'accord c'est dans ce sens-là. Et là, je sais pas. Et ce qui est surprenant, Christophe, c'est que City, on a parlé mercato après mercato d'une recrue nécessaire derrière. Mais aujourd'hui, quand tu vois le départ de Silva, l'absence de confiance donnée pour l'instant en tout cas à Bernardo, et surtout cette arrivée du double pivot qu'on voit de plus en plus dans les matchs importants, c'était peut-être à côté de Rodri qu'il fallait quelqu'un, ou à côté de Gundogan à voir. Après, en même temps, tu me diras, ils ont claqué 60 ou 70 millions sur Rodri l'été dernier. Mais c'était peut-être là en fait qu'il y avait un renfort à amener. Et ce qui est un peu cocasse, c'est que Liverpool qui semble partir sur le 4-4-2, on va en parler après, Raphaël. Mais Liverpool a peut-être trop de milieux et City aurait peut-être bien senti le coup d'en attirer un. Bah, c'est d'autant plus vrai qu'on voit, alors on pourra juger encore plus précisément sur la durée, mais on voit que Ruben Dias pour l'instant ne règle pas particulièrement de soucis. Je trouve pas beaucoup plus rassurant que les mecs qui étaient là avant lui. Alors quand même plus que Otamendi et que Stones dans des registres différents. Mais j'ai envie de dire que t'avais pas besoin de claquer une clause libératoire, je ne sais pas combien de dizaines de millions d'euros pour trouver un joueur qui a priori était plus fiable défensivement et même avec ballon que Stones et Otamendi. Donc c'est vrai que là-dessus tu te rends compte que le problème est plus systémique qu'au niveau des individualités. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une ou deux individualités dans le monde qui seraient capables d'être totalement rassurants dans cette équipe de City. Mais je pense pas que Ruben Dias en soi, tu auras peut-être un Van Dijk et je sais même pas qui serait le deuxième d'ailleurs, peut-être un Ramos, mais sinon ça serait compliqué parce que cette équipe-là a quand même, alors avait un déséquilibre. Maintenant c'est même pas forcément un déséquilibre, c'est qu'elle a pas un 6 qui court. Et j'ai plus la déclaration sous les yeux, je crois que c'est toi qui me l'avais relayé hier sur Fernandinho, enfin sur ce que disait Guardiola de Fernandinho, ouais. Qu'en gros une équipe qui avait 3 Fernandinho était invincible. C'est vrai que ce profil-là, mais ça revient, je sais plus si je le mets dans l'article, si je vous l'ai dit en privé ou si je l'ai dit dans le podcast, donc au pire je me répète, c'est pas très grave. Mais je vois pas en fait, dans cette façon de jouer-là, en quoi l'apport de Rodri avec ballon et justifie son manque de mobilité. C'est-à-dire que je préfère, et pourtant je suis le premier à vouloir des meneurs relanceurs, etc., enfin des milieux défensifs qui soient des meneurs, mais quand t'as, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais je vais mettre sur 10, Rodri, il a 8 sur 10 en qualité de passe et 2 sur 10 en mobilité. Clairement, je préfère un 5 sur 10 en passe et un 8 sur 10 ou 9 sur 10 en mobilité de Fernandinho à ce poste-là, quand tu l'alignes avec d'autres joueurs, parce que du coup, le fait que Rodri n'ait pas de grande vitesse de déplacement et n'en aura jamais, je pense que là c'est physiologique, il ne sera jamais rapide, ça t'oblige à faire un choix, c'est-à-dire soit tu ne le protèges pas, et du coup t'es obligé de presser à la perte, et on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué que les physiques, donc du coup si tu ne le fais pas, tu prends des risques. Donc en gros ton choix c'est soit t'alignes deux créateurs autour de lui,
et bah ils ont intérêt à courir, ou alors t'as intérêt à vite récupérer le ballon, ou alors t'es obligé de lui adjoindre une sécurité qu'il a Gundogan, mais qui du coup te fait perdre en créativité. Et en gros, t'es obligé de bricoler pour cacher Rodri, en fait. C'est soit tu le caches pas et c'est compliqué, soit tu le caches et du coup, bah, tu mets un joueur assez neutre comme Gundogan à côté de lui. Alors que Fernandinho, même s'il ne cassait pas toujours des lignes par la passe, à partir du moment où il couvrait beaucoup de terrain, tu pouvais le mettre à côté de deux créateurs et c'était pas gênant que lui ne soit pas Busquets, parce que finalement, il trouvait assez facilement d'autres milieux et les adversaires ne venant pas forcément pressés, au final, enfin pour moi, t'as pas non plus besoin de défenseurs qui cassent des lignes par la passe, de milieux défensifs qui cassent des lignes par la passe, de relayeurs qui sont en fait des meneurs, donc qui du coup vont créer casser des lignes par la passe. Au bout d'un moment, tu peux aussi avoir un 6 mobile qui soit pas juste Casemiro. Encore que Casemiro, je pense que dans ce City-là, avec des centraux comme Laporte et Ruben Dias, et si tu mettais Bernardo Silva et De Bruyne dans les demi-espaces, bah lui pourrait facilement se cacher, tu pourrais facilement trouver des lignes de passe sans forcément passer par ton numéro 6. Mais c'est vrai que là-dessus, j'aimais bien Rodri sur l'idée, etc. Mais à l'usage, je me rends compte que ses lacunes posent plus de problèmes qu'autre chose dans la construction du 11. Ouais, il est quand même assez loin de Busquets dans la résistance à la pression, je trouve. En plus. C'est-à-dire qu'il perd des ballons parfois sur des non-prises d'infos, il s'oriente mal, il est dépassé en termes d'explosivité sur 2-3 mètres, mais il n'a pas de feinte. Et c'est d'ailleurs marrant, Flo, de voir que Rodri enchaîne des performances assez moyennes et a besoin d'être protégé au même moment où le statut de Busquets commence à dégringoler au Barça. Tu vois. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, si Guardiola arrive à City et il y a un joueur de 20 ans qui joue comme Busquets mais qui n'est pas aussi bon que Busquets, en gros si Rodri était déjà au club, est-ce qu'il le ferait jouer? Tu vois, ou est-ce que bon voilà, tu l'as recruté, maintenant tu essaies de construire avec lui, mais il avait fait pareil avec plusieurs centraux, il avait essayé de construire avec eux, puis après 1 an et demi, bon allez c'est pas suffisant, on va en prendre un autre à la place. Donc je caricature un peu, hein, tu vois, mais il avait essayé avec Stones, il y a eu d'autres centraux avec qui j'oublie, les latéraux exactement pareil. Il y en a eu plusieurs qui ont été recrutés jusqu'à ce que alors, soit Islas, soit le club Solas, mais ça ne suffit pas. Donc je suis curieux de voir par exemple la saison de Rodri, tu vois. Est-ce qu'il l'a fini avec le même statut, ou est-ce qu'à la fin de la saison, City se dit bon allez, qui on va recruter à ce poste-là, sachant que j'ai pas beaucoup de noms qui me viennent en tête là directement, de joueurs qui pourraient évoluer à ce poste-là. C'est peut-être plus aussi le joueur à mettre à côté de Rodri. Enfin, moi, pour moi, un joueur comme ça, je le rapproche de joueurs espagnols et de double pivot espagnol où ça va associer un mec plus relanceur, plus élégant, mais qui manque de mobilité. Je pense par exemple à Parejo. Ça va l'associer avec un mec beaucoup plus énergique, capable de peut-être de casser des lignes balle au pied, de faire des différences et qui compense par son impact physique et son volume le manque de mobilité du premier, quoi. Mais je sais pas ce qu'en pense Christophe, mais je trouve Rodri beaucoup plus neutre qu'un mec comme Parejo, même qu'un mec comme Bruno Soriano à l'époque, qui avait beaucoup plus de créativité dans le jeu vers l'avant, qui pouvait masquer ses passes, cacher ses passes et casser des lignes. Je trouve pas que les performances de Rodri ce soient d'énormes distributions de jeu vers l'avant. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport au profil physique, Ouais, non, bien sûr, mais son manque de mobilité. Et quand tu vois, je pense qu'à l'Atlético, son meilleur binôme à l'époque, c'était Partey. ouais. Ouais, mais tu vois, quand t'as pas la mobilité et que c'est pas récompensé, enfin c'est pas compensé par un jeu vers l'avant très qui importe beaucoup, à un moment, au-delà de qui lui adjoint, se pose la question de est-ce qu'il faut à ce point le protéger et le valoriser en fait. Tu vois. Mais il n'y a pas non plus Oui. une solution sur le banc, mais enfin c'est plus long terme, Ça et là on suffit. s'écarte un peu du match en lui-même, mais voilà, c'est je pense une question à se poser pour l'ensemble de la construction d'équipe. Parce que cette paire de milieu de terrain, elle t'empêche de faire d'autres choses ailleurs sur le terrain. Non, mais je me pose la question de savoir qui est Rodri finalement. C'est-à-dire que tu citais, vous citiez Parejo, qui est voilà un mec qui aurait joué numéro 10 il y a 20 piges, qui maintenant il y a moins d'espace, du coup il joue un cran plus bas et il a ce rôle de meneur de jeu, mais dans une zone qui est un peu moins dense, donc du coup il a plus le temps de faire ses ouvertures, etc. Rodri, j'ai l'impression qu'il colle bien à l'époque, mais je saurais même pas dire comment est-ce qu'il a été formé, quel est son poste, parce que j'ai l'impression qu'en fait il y a peu de contexte tactique où il peut vraiment être excellent, et même le passage de l'Atlético l'a pas totalement transformé. Enfin, en plus dans un double pivot c'est assez différent de jouer point de basse. Enfin, même double pivot dans un 4-2-3-1 c'est un petit peu différent par rapport à un 4-4-2 et puis point de basse d'un 4-3-3 comme ce qui était, je pense, envisagé à son arrivée. Mais je sais même pas dire en fait si c'est censé être un meneur reculé,
c'est pas un box-to-box parce qu'il peut pas faire les efforts, c'est pas, enfin, tu vois, c'est assez bizarre parce qu'il est pas totalement du moule Busquets sur le côté résistance à la pression, mais il n'a pas non plus les passes longues que peuvent avoir Parreiro et d'autres qui sont des joueurs offensifs qui ont été replacés un cran plus bas. C'est-à-dire que t'es un peu obligé de le mettre 6 d'une équipe de possession, mais enfin je suis assez étonné par ce profil parce que j'arrive pas totalement à le catégoriser. C'est-à-dire que tu peux pas le mettre à beaucoup de place, mais même ce que tu veux en faire de touches un peu techniques à côté de quelqu'un qui ferait plus de courses généralement dans un double pivot, parce que c'est comme ça qu'il était aussi à Villarreal. Même ça, c'est bien, mais est-ce que, et pourtant j'étais assez client hein, sur le profil quand il émerge, il est vite très bon. Est-ce que ça mérite d'investir, je sais pas, plus de 30 millions sur lui, plus de 20 millions sur lui? Est-ce que c'est pas un profil que tu peux trouver entre guillemets relativement facilement dans d'autres clubs espagnols, les Alex Granel, etc., qui sont un peu plus offensifs. Et Granel maintenant se retrouve en D2, donc c'est peut-être pas le meilleur choix, mais t'avais des Trachoras aussi, ou Trachoras, je sais pas comment on prononce, qui étaient au Rayo. Enfin, en Espagne, ces profils-là, j'ai l'impression que tu les trouves relativement facilement, même dans des équipes assez moyennes. Un Campania, Levante, par exemple, sont peut-être un peu plus offensifs, mais ont cette même touche technique dans les doubles pivots qui pourraient presque faire ce que font Rodri à un dixième du prix, en fait. Tu vois, c'est ce que je me dis quand on voit, je pense un peu à d'autres joueurs, et là on fait long en fait sur City, je m'excuse, mais est-ce que le City serait pas mieux avec un Fred de Manchester United au milieu de terrain, parce qu'il va amener de l'activité et quand même techniquement ça reste correct, avec Locatelli au milieu de terrain, avec des joueurs comme ça sont un peu moins neutres, et plus je défile et plus je pense à d'autres joueurs encore, avec un Fabien Ruiz qui peut jouer un peu bas maintenant et qui est habitué à jouer dans ces deux joueurs du milieu, avec un Ceballos par exemple à Arsenal qui peut jouer dans les deux du milieu et qui serait meilleur sous pression. Finalement, je sais pas, mais c'est un vrai problème pour City cette saison. Ah, mais tu peux même citer des mecs de Liverpool. Hein. Tu mets un Wijnaldum à côté de Rodri. J'y ai pensé. Ouais. Qu'avec Gundogan, ça sera moins répétitif. Mais justement, Raphaël, je fais la transition pour parler rapidement du 4-4-2 mis en place par Klopp sur ce match, avec les quatre offensifs, Mané, Salah, Firmino et Diogo Jota. Jota, pardon, Diogo Jota. Merci, c'est vrai, l'expert en lusophonie. Juste une question rapide de moi-même, pour le coup. C'est la blessure d'Alexander Arnold. Oui. Est-ce que ça va pas forcer du coup Klopp à garder ce 4-4-2 là sur la durée, puisqu'il perd quand même son animateur du couloir droit? Donc autant rester dans ce 4-4-2 qui a quand même plutôt bien fonctionné, j'ai eu l'impression sur ce match face à City, même si bon, il y a des petits soucis, notamment sur le but du 1 partout, où c'est Mané qui sort un peu haut et qui peut pas revenir. Enfin, la compensation se passe pas très bien derrière. Mais à partir du moment où tu perds Alexander Arnold pour animer couloir droit, mieux vaut sans doute garder ce 4-4-2 pour garder un des quatre pour animer ce côté en phase offensive. Non ouais, surtout que les solutions pour jouer couloir droit, du coup, alors il y a le jeune Neco Williams, mais qui n'est pas au niveau d'Alexander Arnold, et je pense pas que Klopp l'enverra titulaire dès ce moment-là de la saison. À voir, il peut surprendre. C'est Milner, qui du coup n'apporte pas autant offensivement, ou, dernière idée, mais ça fait longtemps qu'il l'a pas fait, c'est Fabinho, qui me semble pas aujourd'hui athlétiquement capable de jouer à ce poste-là. Je pense que dans les 1 contre 1 contre des joueurs lancés ou des mecs un peu trop vifs, ça serait plus compliqué. Je pense que Milner se défendra mieux. Et autre problème, et je pense une autre raison de la présence du 4-4-2, Flo, c'est que Liverpool n'a quasiment plus de milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Alcantara a été blessé, et l'est toujours. Fabinho va revenir de blessure, mais il va peut-être avoir un rôle plus important en défense centrale qu'en milieu de terrain cette saison. Si Milner joue latéral droit, bah du coup, c'est un milieu en moins. Et donc, du coup, là, par exemple, sur le banc, ce week-end, il te restait à ce poste-là Naby Keïta, qui a joué dans un milieu à 2, mais c'était il y a longtemps à Leipzig, où tu étais quasiment à 4 milieux de terrain, parce que c'était le 4-2-2-2, dont on a parlé récemment dans un podcast du Patreon, ou Kirsty Jones, qui pareil est un relayeur qui, je pense, ne jouera pas dans un milieu à 2, en tout cas pas tout de suite, parce qu'il est plus dans les 30 derniers mètres, dans la percussion, que dans le contrôle. Donc finalement, tu n'as plus tellement d'options pour jouer dans un milieu à 3, à part faire de Shaqiri un relayeur, et ça peut arriver, hein, mais ça arrivera pas, je pense, dans les gros matchs. Limite, il te vaut mieux un Firmino entre les lignes qui va vraiment jouer 10, comme il l'a fait un peu là, qui va pouvoir défendre dans un premier rideau avec Salah, mais qui, en phase de possession, va vraiment se placer entre les lignes, et t'as de la largeur avec Jota et Mané. Donc je pense qu'en effet, ça risque d'être un système qui
qui va se prolonger. Et si en plus ça a tenu, alors parfois un peu difficilement, mais tu concèdes que 7 tirs contre City en jouant en 4-4-2 voire 4-2-4, parce qu'offensivement c'est quand même, les mecs jouent très haut. Ouais, ça peut se prolonger. Je pense que par contre, le profil des deux milieux va être... Je pense qu'un Naby Keita, par exemple, peut disparaître de l'équipe. C'est-à-dire que je vois pas Klopp lui faire confiance dans un rôle pareil, ou alors dans un rôle de 10, mais c'est pas vraiment sa spécialité. Et limite, un Curtis Jones sera mieux dans un rôle de 10 ou un Shaqiri qu'un Naby Keita. Donc, Comme ça, Christophe, ils prêteront Naby Keita à Man City, et puis tout le monde sera content. c'est vrai que ça serait pas bête. Et City prêtera un de ses 24 centraux à Liverpool. Par exemple, ouais. Pourquoi pas. Ou un latéral droit, Cancelo, comme ça, et tu remettras Mendy à gauche. Ah oui, en effet, c'est un système qui peut se prolonger pour pas mal de raisons, et notamment essayer de redonner un peu vie à Firmino qui vit un début de campagne assez compliqué. Allez, direction l'Italie. Christophe, on va faire ça par ordre chronologique. Dimanche, c'était 12h30, il me semble. C'était le premier choc en Italie entre la Lazio et la Juventus. Un choc qui s'est terminé sur le score de 1 partout, avec des XG assez équivalents, puisque la Lazio termine à 1,08 et la Juve termine à 1,27, dont 0,60 quand même pour l'occasion convertie par Ronaldo pour mener 1-0. Qu'est-ce que tu retiens de ce match et de cette Juve qui semble avoir convaincu pas mal sur les réseaux sociaux et même dans la Gazzetta, mais qui finalement n'a pas forcément maîtrisé son sujet face à la Lazio? Bah, déjà que si c'est la Juve la plus convaincante depuis le début de saison, ce qui peut se justifier. Moi, j'aimais bien certaines adaptations vraiment des tout premiers matchs, mais c'est vrai que l'adversité n'était pas forcément la même. Là, tu mènes jusqu'à la dernière seconde, donc effectivement, dire que c'est la meilleure Juve depuis l'arrivée de Pirlo, ça s'entend. Maintenant, c'est un peu triste comme constat. Alors après, là, on enregistre, on est le 9 novembre, donc on va pas non plus virer au catastrophisme, mais c'est vrai que c'est pas incroyable non plus vu les joueurs que tu as, et ça dit aussi quelque chose du début de saison assez poussif de cette équipe, qui, je me pose la question, alors pas forcément sur ce match-là, mais peut-être dans trop d'adaptations micro-tactiques, et je me demande si Pirlo n'a pas tendance à surcoacher, peut-être un peu de zèle de début dans la carrière et dans le métier d'entraîneur, qui le pousserait finalement à montrer un petit peu trop ce qu'il sait faire, comme un artiste aurait sa première au théâtre et voudrait à peu près montrer tous ses tours, genre je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Des adaptations sur les relances avec Bonucci qui monte, des choses comme ça, des passages de 3 à 4 en phase offensive, défensive, avec ou sans ballon. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses, et c'était parfois un petit peu trop sur Chiesa, Kulusevski. Là, je trouvais que c'était plus cadré, que c'est tout con, mais Morata, Ronaldo, même si je sais pas sur la durée. Ronaldo, je pense que malgré son âge, ça peut durer toute la saison. Morata, ses statistiques, ses régularités depuis le début de l'exercice, à voir. J'ai peur que ça ralentisse un petit peu, mais là c'était globalement équilibré face offensif et face défensif. Il y a pas d'énormes temps faibles, à part la toute fin de match où peut-être que la Juve gère un petit peu trop, mais il y a pas non plus de grosses lacunes vraiment. Genre je dis n'importe quoi, mais tu vois, Cuadrado latéral droit, je me pose toujours la question de savoir si c'est viable ou pas. Et là-dessus, il y avait un seul joueur, parce que la Lazio joue avec 2 pistons pour animer les côtés, mais face à Fares, il s'en est très largement sorti. Et si lui, qui d'une super sortie de balle en solitaire, amène le but de la Juve. Donc c'est vrai que j'ai pas vu, sachant que t'as Frabotta notamment qui jouait sur le côté, où tu te dis tiens, quel est ce joueur, est-ce que individuellement il a le niveau, est-ce que Danilo ça peut être pertinent. Danilo, Raphaël en parlera tout à l'heure, qui a eu quelques prises d'initiative individuelles. Donc globalement la Juve relativement solide, en tout cas sans grosse faiblesse. Maintenant l'adversaire était pas totalement au complet, et je trouve sur la première période est presque au-dessus. Je trouve que la Lazio, au moins jusqu'au but, était un peu mieux dans le match que la Juve. Ça veut pas dire qu'elle méritait de mener, mais je voyais pas le contrôle que tu pouvais avoir même sur les années Allegri dans la plupart des matchs, où tu gagnais sans trop te faire de frayeur. Et la fin de match, Lazio, qui était pourtant en galère en seconde période et qui encaissait pas mal de transitions, pas mal de grosses occasions, réussit finalement à revenir au score. Donc c'est-à-dire que t'as à la fois pas le côté grosse domination qu'il pouvait y avoir, notamment à la grande époque du milieu, Pogba, Marchisio, Pirlo,
et t'as pas non plus ce côté assez implacable des équipes fin de mandat Allegri qui gagnaient 1 ou 2-0, des matchs moyennement maîtrisés, mais parce que cette équipe-là avait la capacité de traverser tous les temps faibles sans prendre de but. Donc du coup, ça va peut-être pas forcément dans la mauvaise direction, mais je vois pas forcément la patte Pirlo sur un style de jeu qui te permettrait de dominer, et je vois pas non plus de solidité qui te permettrait de gagner en étant moyen. Donc du coup, je suis pas interloqué, mais je me dis, tiens, ce match-là, si t'es à la place de Muriqi, t'as Immobilier, parce que pour l'instant, il y a quand même un écart colossal entre les deux joueurs, et que t'as peut-être Lazzari d'entrée côté droit, je suis vraiment pas sûr que la Juve ne serait-ce qu'arrache le match nul. Donc, pour résumer, je pense qu'il y a encore pas mal de travail et des vraies questions sur l'orientation que va prendre cette équipe dans les prochaines semaines. D'ailleurs, Christophe, juste quelques points sur les stats. La Juve, certes, elle est invaincue depuis le début de la saison. Certes, elle a 3 victoires officielles et 4 matchs nuls. Mais normalement, il y a cette victoire sur tapis vert face au Napoli, ce succès 3-0, qui par exemple sur Understat n'est pas comptabilisé. Et si tu prends pas ce succès en compte, la Juve est 8e aujourd'hui du classement, avec 7 points de retard sur Milan AC en tête. Là, ils sont avec l'Atalanta à la 5e place avec 13 points. Mais quand tu prends les expected points, par exemple, la Juve, elle pointe aujourd'hui à la 7e place. Derrière les équipes de tête, à l'exception de Sassuolo, avec 11,6 points, 11,6 expected points, pardon. Donc ça rejoint quand même un petit peu ce que tu dis. Mais pour finir sur le match, avant d'enchaîner un peu là-dessus, sur la Juve et peut-être le futur de cette saison de Serie A, Raphaël, toi, tu retiens aussi la perf de la Lazio, qui, avec son style de jeu déjà vu la saison dernière, qui est très réactif, on va dire. Ça rejoint aussi la question de Ghislain Correa en début d'émission. Tu trouves que la Lazio a peut-être le jeu le plus adapté à l'intensité Covid et au match, puisque elle presse assez peu, elle attend, par contre en contre-attaque, elle reste létale, elle peut faire très très mal. Ouais, et en plus, tu vois, si les équipes sont un peu usées, un peu fatiguées et contre-pressent moins bien, est-ce que la Lazio va pas avoir plus d'opportunités en contre? Là, limite, Christophe pourra confirmer, mais la Lazio, en première mi-temps, ils ont pas contre-attaqué, ils ont dominé. Oui, totalement. J'ai pas les stats de possession en tête, mais oui, c'est eux qui ont le contrôle du match et c'est limite eux qui se font prendre sur des transitions plutôt que l'inverse. Ce qui est inhabituel. T'avais Luis Alberto qui était libre à 40-45 mètres du but de la Juve et qui pouvait tranquillement distiller des ballons. D'habitude, la Lazio va faire venir, va récupérer un ballon, réussir à ressortir, notamment grâce à ses techniciens au milieu de terrain. Et puis à partir du moment où tu as un joueur qui est pas cadré face au jeu, appel d'Immobilier, appel de Correa ou décrochage de Correa, et en 2, 3, 4 passes, mais toujours avec des circuits bien maîtrisés, tu arrives à trouver un Immobilier lancé dans la profondeur, et souvent ça se termine bien pour la Lazio. Et là finalement ils ont été dans une disposition où, vu que ça ne pressait pas tellement, ils n'ont pas pu contre-attaquer. Donc ça c'est limite le versant extrême de ce contexte-là, Flo. C'est que oui, c'est une équipe qui peut être faite pour ça et pour cette période du foot, et je pense que ça peut la râler parce que les matchs vont se jouer à un rythme moins élevé, mais en même temps, si plus personne ne presse, comment tu fais pour contre-attaquer? Puisque si personne ne joue haut, l'espace pour les joueurs comme Immobilier, comme Lazzari, il va être différent. Tu vas jouer contre des blocs médians et ça va être une autre histoire. Alors que je suis en train de regarder. Tu as besoin de Joaquin Correa, comme sur l'action qu'il fait en fin de match et qui amène le but égalisateur. Ouais, c'est ça. Je suis en train de regarder en même temps le Leverkusen-Gladbach et t'as l'impression que c'est un match de 2018. Le rythme, c'est fou, c'est n'importe quoi. Surtout Leverkusen. Mais voilà, donc je me pose la question de comment la Lazio va vivre cette période, sachant qu'ils sortent d'une saison quand même où ils ont longtemps joué le titre. Malheureusement, ça s'est mal terminé pour eux, surtout le post-confinement, ils étaient complètement à la ramasse. Mais c'était une équipe qui était la 2e ou 3e meilleure d'Italie la saison dernière. Donc je suis curieux de voir comment ils vont essayer de s'adapter, et j'espère qu'ils vont vite récupérer leurs joueurs, parce que devant là il y avait Correa qui a été bon, mais sinon ils n'ont pas grand monde, et Caicedo qui marque le but égalisateur. Il faut quand même noter que c'est la première fois qu'il arrive à utiliser son pied du match, que les autres fois le ballon lui rebondissait dessus. Donc voilà, les remplaçants sont pas forcément au niveau et peuvent pas remplacer facilement Immobilier, mais par contre au milieu de terrain ils ont un secteur de jeu que très peu d'équipes peuvent égaler. C'est-à-dire que même la Juve, je pense que leur milieu de terrain est plus faible que celui de la Lazio. Alors que là, il manquait Lucas Leiva. C'était Cataldi, je crois, qui jouait avec les deux autres milieux. C'est ça, et c'était pas incroyable. Hein. Tu sens qu'il y a un gap. Donc voilà, quand ils ont Lucas Leiva, Luis Alberto et Milinkovic-Savic,
Qui en Italie a un trio meilleur? Je sais pas, l'Inter, et encore. Parce que Luis Alberto, faut qu'on en parle avec Christophe. Moi, je l'ai connu quand il était. Enfin, je l'ai connu pas personnellement, hein. Je l'ai vu jouer quand il était à Liverpool, quand il a démarré sa carrière médiatiquement exposée. Je crois qu'il vient de l'Espagnol ou de la Corogne, je sais plus, il faudrait vérifier. Mais à Liverpool, s'il avait pas de densité physique, il avait pas beaucoup de vitesse d'exécution, donc c'était compliqué pour lui d'exister en première ligue, surtout dans cette équipe de Liverpool qui était pas forcément collectivement très régulière, et tu sentais que le joueur ne percerait jamais à Liverpool, et tu te demandais d'ailleurs même s'il percerait en première division. Et aujourd'hui, enfin sur le match du côté de la Lazio, c'est de loin le meilleur joueur, jusqu'à l'entrée de Ronaldo, c'est de loin le meilleur joueur tout court du match, et techniquement, il n'y a pas beaucoup de joueurs en Europe qui sont capables de donner les ballons que lui donne, piquer par-dessus la défense, entre les lignes, de se déplacer, d'être mobile, de bien se placer entre les lignes. Enfin, on parle souvent de la disparition des 10, mais lui, je pense que c'est un 10. Et il n'y en a pas beaucoup en Europe, mais Luis Alberto, c'est un vrai 10. Et là, limite, il jouait 8 parce qu'il décrochait tellement pour aider Cataldi que parfois, tu le voyais plus bas que Milinkovic-Savic. Et il a plus d'influence sur le jeu sur ce match-là que Milinkovic-Savic, beaucoup plus. Donc, franchement, oui, largement. Ouais. Alors, il est pas pressé par la Juve. C'est sûr que c'est plus simple d'avoir de l'influence dans ces cas-là. Mais entre ses stats et l'impression visuelle qu'il donne, et le fait qu'il fait partie d'une Lazio qui est sans doute la meilleure Lazio depuis Lazio début des années 2000, c'est un joueur un peu oublié parce que forcément il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent les matchs de la Lazio, même nous on les voit pas tous les week-ends. Pareil, c'est un peu comme Rodrigo de Paul, tu vois, à une échelle plus forte. Rodrigo de Paul, on ne sait pas encore ce qu'il faut à l'Udinese, et Luis Alberto, alors peut-être son profil, mais c'est vrai que ça fait partie des joueurs où tu te dis mais pourquoi vous restez aussi longtemps, enfin comment ça se fait que personne vient vous chercher la Lazio, un peu comme Milinkovic où tu as l'impression qu'il est annoncé chaque été et que finalement il va terminer sa carrière. Juste comme ça, Raphaël, depuis tout à l'heure tu parles de l'entrée de Ronaldo, est-ce que tu te trompes de joueur ou est-ce que parce que Ronaldo est titulaire et marque au bout d'un quart d'heure, ou d'ailleurs je pensais qu'il me marquait plus tard. Avec Dybala, c'est Dybala qui entre en jeu. Non mais oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais il est plus visible en deuxième quand même. Je sais plus quand vient son but, mais il me semble qu'en deuxième je le vois un peu. Au quart d'heure, dans ma tête c'était plus tard, mais. Ouais, mais les contre-attaques de la Juve, on le voit un peu plus en deuxième. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'entrée de Ronaldo. Peut-être parce qu'il est entré récemment dans un match et il a marqué. Et je confonds les matchs de la Juve en fait. Ouais, c'est pas non plus très intéressant. Non, voilà, c'est pas très intéressant, mais c'était pour parler surtout de Luis Alberto. On passe à Christophe à Atalanta-Inter, match de 15h, un partout, 0,96 pour l'Atalanta, 0,82 pour l'Inter, donc un score assez logique entre l'opposition de style, le pressing de l'Atalanta contre les sorties de balles de l'Inter, et finalement deux équipes qui sont un petit peu neutralisées. Oui, c'est ça. Un match que j'ai suivi, mais de façon pénible. En souffrance, je montais l'Alpe d'Huez sur Zwift, sur mon home trainer en même temps. Donc du coup, je transpirais beaucoup devant ce match. Ouais, mais tu rigoles, mais sur les pentes à 12%... Non, mais c'est parce que... Non, je rigole parce que tu le places de façon modeste, alors qu'en fait, c'est une manière de dire, voilà, je peux faire deux choses en même temps, dont monter l'Alpe d'Huez. En général, les gens, quand ils montent l'Alpe d'Huez... Oui, après, quand tu fais sur home trainer, c'est plus facile. Non, mais mon temps est ridicule, donc c'est absolument pas pour... C'est juste pour donner un petit élément de contexte et pour dire que j'étais pas, entre guillemets, pas tout le temps attentif. Sinon, je regardais le match, mais parfois je regardais la pente et je me disais putain, je vais mettre 3 heures à monter ce truc. Mais donc non, j'étais devant ce match, j'ai raté 2-3 sorties de balle, 3 trucs, mais déjà ce qui me marquait le plus, c'est que c'est ce qu'on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, donc ça sert à rien de le dire pendant 1 heure, mais qu'il y avait moins d'intensité. Les commentaires de la télévision française parlaient de besoin de se rassurer défensivement ou autre. Je pense qu'il n'y avait pas forcément de ça, que c'était simplement une gestion des 90 minutes et de ta semaine. Mais effectivement, du mal à totalement être convaincu par ce que fait l'Atalanta avec ballon quand elle met moins de rythme. Là, les triangles, tu les voyais, mais c'était, au lieu de faire tac, 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 c'était tac, 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 c'était beaucoup plus lent. Du coup, t'avais plus de mal à déstabiliser l'Inter. Donc, c'est-à-dire que c'était propre. Il y a quand même un temps faible en seconde période, notamment autour du but encaissé et juste après. Mais c'est pas non plus scandaleux. Et comme je disais tout à l'heure, il y a cette grosse fin de match qui peut te permettre de gagner une rencontre qui autrement n'était pas particulièrement maîtrisée, qui était assez équilibrée. Maintenant, ce que j'ai plus vu, c'était l'espèce de tableau noir de l'Inter qui restait ses sorties de balles, et comme l'Atalanta y allait mais sans forcément
trop vouloir engager cette espèce de bras de fer qui tout double, ou ce qu'a quand même pas mal voulu faire le Real en milieu de semaine en Ligue des Champions, à savoir l'Inter va toujours relancer et le Real va mettre 6 joueurs en marquage individuel dans les 30 mètres adverses, et du coup si la sortie de balle passe, il y a occasion d'un côté, si elle passe pas, il y a occasion de l'autre. Là l'Atalanta m'a semblé un petit peu plus prudente, mais t'avais quand même ce côté très automatisé de l'Inter qui, je sais pas si j'étais de mauvaise humeur ou autre, mais là, je vais pas dire que ça m'a gonflé, on s'en fout, mais ça m'a pas totalement emballé, et je trouve ça a un peu entraîné cette espèce de faux rythme du match où c'était pas non plus lent, mais où c'était un petit peu trop automatisé. Ça revient donc à ce que je disais aussi sur le dernier podcast, que parfois, alors je suis totalement pour relancer court, mais autant Sassuolo notamment, il tape beaucoup de variations. Autant là, sur l'Inter, ça me semblait toujours à peu près les mêmes circuits de jeu, les mêmes intentions, et pas toujours beaucoup de rythme qui était associé. Et du coup, c'était un petit peu trop lisible et prévisible pour moi. Peut-être que j'étais trop dans l'idée du match de Bundesliga la veille, et que j'aurais aimé un petit peu plus de folie, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça me posait aussi la question de savoir quel est le plafond de cette équipe de Conte, parce qu'elle fait des choses bien, mais au final, elle devient quand même assez lisible, et je trouve qu'elle manque un peu de plan B quand elle n'a pas Lukaku. Et Raphaël, dans les circuits de jeu de l'Inter, il y a notamment cette fameuse passe vers le latéral dos au jeu, qui, sur son faux pied, envoie un ballon enroulé vers l'axe, où il essaie de trouver un attaquant. Et c'est une action où tu trouves un joueur comme Ashley Young très utile, par exemple. Bah ouais, parce que, alors on pourra parler des profils de latéraux choisis par Conte en général, et t'avais un truc là-dessus aussi, Flo. Mais oui, en effet, parce que Young, bon, c'est un des rares joueurs qui aura fait une bonne partie en termes de temps, en termes de durée, de carrière au poste de latéral gauche en étant vraiment droitier. Il ne joue quasiment jamais pied gauche. C'est pas Gaël Clichy, c'est pas Darmian, c'est pas De Chilio. C'est un mec qui n'utilise quasiment jamais son pied gauche, mais qui par contre a un excellent pied droit, que ce soit pour centrer, pour frapper. Il a marqué pas mal de buts, notamment à l'époque d'Aston Villa, en repiquant et en enroulant le ballon au deuxième poteau. C'est vraiment... Et il passe D sur Lautaro hier, du coup, avec son pied droit. Ouais, et voilà, il y a toujours le même effet enroulé vers le cadre, qui, si elle n'est pas touchée, peut rentrer toute seule. C'est l'idée. Et du coup, ouais, il y a cette passe qui, à chaque fois, d'un central de l'Inter vers Ashley Young, déclenche le pressing. Alors, quand c'est des équipes qui défendent en zone, c'est le bloc qui va coulisser. Et en général, tu as par exemple l'ailier droit qui va sortir sur lui. Là, l'Atalanta, c'était le latéral adverse parce qu'ils étaient en individuel comme souvent. Et bon, à chaque fois que ça venait sur ce temps de passe-là, lui, sans regarder même, petit ballon enroulé, diagonale vers l'axe du jeu, vers le terrain, vers les deux attaquants, qui étaient Lautaro et Alexis Sanchez sur ce match-là. Et c'est vrai que Christophe a trouvé ça automatisé, et je suis d'accord, parce que c'était tout le temps la même chose, mais ça a marché quoi 8 fois sur 10, à peu près. J'ai l'impression qu'à chaque fois, cette passe-là, il y avait un joueur de l'Inter qui était dessus, qui remettait face au jeu, et puis paf, contre-attaque à l'opposé. Enfin, limite transition à l'opposé, parce que c'est une sortie de balle, mais t'attires l'adversaire tellement haut que ça ressemble à une transition. Donc, en fait, oui, ça a marché, mais je me pose la question, si tu veux pas qu'elle marche, et que t'attends, en gros, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Bon, alors après, t'as des Barella au cœur du jeu, etc. Mais oui, elle est très chiante à jouer, c'est parce que c'est simple, mais la deuxième passe, en fait, est très compliquée à défendre. Mais j'ai l'impression que si tu ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, ou que tu bloques totalement l'accès au latéral et que du coup tu forces la passe vers Vidal à l'intérieur ou autre, ça peut être beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on faisait le Real. Mais tu vois, ce que je me dis, c'est par exemple, quand tu sais que l'Inter joue comme ça, est-ce que tu peux, c'est pas forcément instinctif, surtout quand t'es l'Atalanta qui a un marquage individuel, mais est-ce que tu peux pas dire à tes défenseurs, ne suivez pas les attaquants, tu vois? C'est limite plus dur de trouver les attaquants s'ils sont dans le dos des milieux un peu plus bas parce qu'ils sentent qu'ils sont pas suivis, que vraiment quand tu les colles au cul et qu'ils vont remettre en une touche et du coup attaquer ton dos derrière parce que t'es sorti très haut, tu vois. Je serais curieux de voir une équipe qui fait ça contre l'Inter, qui sur cette passe-là ne va pas sortir, va laisser le ballon finalement toucher un peu cette zone et l'attaquant va peut-être se retourner, mais vu que t'es en place, qu'est-ce qu'il fait derrière? Tu vois, il y a plus de... Après le truc c'est que si l'équipe adverse ne sort pas, elle ne va même pas sortir sur... Enfin, je veux dire que la première passe du défenseur vers le latéral n'existera pas. Parce que l'Inter aura trouvé des relais à l'intérieur avant. Tu vois, c'est un peu comme ce que disait Christophe, les relais d'Inter à l'intérieur, j'ai moins peur en fait, que quand c'est vraiment les attaquants qui remettent en une touche et qui partent dans la profondeur. Et là, heureusement qu'il n'y avait pas Lukaku, parce que je pense que sinon l'Atalanta prend 1 ou 2 buts sur ces sorties de balles-là. Et Christophe disait d'ailleurs sur l'Atalanta qui
qu'ils étaient moins actifs et moins intenses que d'habitude, je suis d'accord, mais ça reste quand même une des équipes les plus mobiles d'Europe. Et même s'ils le font plus lentement, le fait simple qu'à chaque fois qu'un joueur reçoit le ballon et le redonne, il change d'espace, il change de zone et il se déplace à nouveau, ça paraît simple et c'est vraiment des trucs qu'on ne cesse de répéter chez les jeunes et qui sont pas forcément d'ailleurs des trucs où tu sens que t'apportes énormément parce que c'est assez simple. Mais c'est tellement important, et comme le disaient les gars de l'école nantaise sur laquelle Christophe a écrit aussi, la base du jeu c'est le mouvement et la maladie du jeu c'est d'être statique. Et l'Atalanta, même quand ils sont mous, ils sont pas malades. Et ça reste quand même agréable. Alors après, ils ont eu du mal dans les 30 derniers mètres, même si Zapata a eu quelques opportunités. Mais ça reste, tu vois, je préfère limite voir. Alors qu'on adore les sorties de balle de l'Inter parce que tu sens que c'est hyper bossé et qu'il y a toujours cette volonté de ressortir propre. Mais en effet, je préfère regarder 30 minutes de l'Atalanta que 30 minutes de l'Inter, parce qu'en 30 minutes, je vais voir 6 choses différentes. Et en 30 minutes de l'Inter, je vais faire la compile de la même sortie de balle. Ce qui peut être très intéressant à analyser. À regarder, tu classes un peu plus vite. Mais là, c'est vraiment pas de juger le travail de l'entraîneur, c'est le téléspectateur et son plaisir. Tu vois. Christophe, on passe à la Bundesliga avec le choc entre le Dortmund de Favre et le Bayern de Flick. Et un match qui, à l'inverse de tous ceux que l'on vient de décrire, en revanche, a proposé beaucoup de rythme, pas mal d'intensité. Et une question qui va rejoindre ce que tu vas, je pense, dire, c'est une question de Reco Balista, qui nous demande, face à une ligne haute et avec un cyborg comme Haaland en pointe, le BVB n'aurait-il pas dû abuser de longs ballons par-dessus la défense pour mettre à mal le Bayern? En vérité, Dortmund a mis à mal le Bayern, puisque quand on regarde les XG, on finit à 2,31 pour Dortmund, contre 1,34. Oui, et en fait, la variable, peut-être, ce qu'imaginait notre auditeur, ça serait un truc très direct, où en gros, tu fais défenseur central avant-centre. Là, il y avait quand même souvent le relais, mais que moi, je trouve plus intéressant, parce que moins risqué, même si dans l'absolu, il y a des route one, des lignes directes qui peuvent fonctionner. Mais je suis plus sur l'idée de la transversale qui va toucher le piston, qui lui ensuite, ou l'ailier, enfin voilà, un joueur de couloir, qui lui ensuite va trouver l'attaquant en profondeur, voilà, avoir une espèce de sécurité intermédiaire pour que la passe ait plus de chances d'aboutir, parce que tu as plus de réussite sur les passes de 40 mètres que les passes de 70, et pouvoir avoir cette fixation avec Sancho par exemple. J'ai en tête une action comme ça où tout début de seconde période on fixe et lance un profondeur qui a un tir trop croisé, mais ça me semble moi, ça me semble être un plan très viable face au Bayern. Et c'est vrai que cette prise de profondeur est vraiment le thème du match et intéressante à plein de niveaux. Intéressante pour le Bayern parce que ça confirme quand même l'idée que Flick veut rester, contrairement à Guardiola par exemple. Je trouve que Flick est presque plus guardioliste que n'a jamais été Guardiola. Sur ce côté, on va créer le déséquilibre par l'attaque et on s'en fout d'être équilibré parce que on va marquer plus de buts que vous. Alors c'est pas non plus n'importe quoi où ça joue transition sur transition des deux côtés. Simplement, cette équipe accepte de défendre avec un bloc compact, mais du coup très haut, en pressant, en mettant pas mal de monde dans le camp adverse. Et du coup, les conséquences, c'est que tu dois défendre en reculant et que t'as pas mal de zones à couvrir. Et là-dessus, le fait de maintenir Alaba en défense centrale est un vrai choix parce que t'estimes que Alaba peut avoir cette mobilité-là pour couvrir différentes zones, soit la vitesse, même si c'est pas non plus un sprinter hein, maintenant qu'il approche de la trentaine, je pense, mais depuis l'axe, mais aussi pouvoir couvrir le côté si tes latéraux montent, etc. Donc c'est un vrai parti pris assumé par Flick, et le fait de gagner ce match-là, même en ayant concédé beaucoup d'occasions, va, je pense, le conforter dans cette idée-là, parce que si t'es capable de battre sur un match assez ouvert l'une des meilleures équipes de profondeur et de transition d'Europe, c'est-à-dire que tu peux continuer dans ce projet de jeu-là, et que c'est peut-être mieux de faire ça pour gagner des matchs que de faire comme Guardiola, qui est plutôt à la recherche d'équilibre, qui va être un petit peu plus stérile offensivement. Donc là-dessus, sur le Bayern, c'est intéressant, et pourtant, individuellement, il n'y a pas déjà... Je pense que dans ce projet de jeu-là, même si Lucas Hernandez est quand même de mieux en mieux au fil des semaines, je pense que le fait de ne pas avoir Alphonso Davies est quand même problématique sur la zone couverte. C'est-à-dire que Lucas est meilleur défensivement. Maintenant, Davies, avec sa vitesse de pointe, te permet de jouer encore plus haut en ayant une forme de sécurité, comme ce que fait Walker à City, sauf que Davies sait très bien jouer au foot. Et la deuxième individualité un petit peu plus pénalisante, sachant que tu as même trois, parce que Kimmich s'est pété et Tolisso est quand même moins bon dans tout ce qui est résistance à la pression, vraiment bien mener le jeu. Il est quand même un peu plus box-to-box que Kimmich, qui t'offre cette forme de sécurité, cette forme de contrôle aux côtés de Goretzka. Sinon, c'est Bounassar qui, côté droit, là, vraiment
je pense qu'on a compris pourquoi est-ce qu'il n'était pas parti au Bayern plus tôt, individuellement, défensivement notamment, même, enfin à la fois défensivement sans ballon, c'était compliqué, mais même avec ballon, il y a deux trois dégagements un peu en panique qui partent en touche, alors qu'un latéral du Bayern, et a fortiori quand c'est Kimmich, va mettre le ballon au sol sans danger et va pouvoir relancer. Là, clairement, tu t'es privé de quelques opportunités de transition parce que lui paniquait un petit peu. Donc clairement, je pense que tu as vu son seuil de compétence face à un top adversaire. Mais malgré ça, le Bayern gagne, il y a 2 buts refusés pour pas grand-chose. Donc ça, même s'il y a eu pas mal d'occasions concédées, ça aurait pu potentiellement être encore meilleur. Et du côté Dortmund, bah t'as vu que avec les grandes ouvertures d'Hummels et la prise de profondeur d'Haaland qui continue à se transformer de plus en plus en monstre sur pas mal de points, bah dans le jeu t'avais fait ce qu'il fallait faire, et puis finalement ça se joue un peu sur les deux gardiens et sur l'efficacité dans les deux surfaces. Ouais, Raphaël, pendant le week-end, tu as tweeté sur le travail défensif de Mané et Salah, en reparlant évidemment de Neymar, Mbappé. Le travail défensif de Haaland aussi, c'est quand même un sacré délire sur ce match. C'est lui qui perd le ballon, je crois, sur le 2e but du Bayern, il me semble, et qui fait une course énorme pour essayer de rattraper la situation. Il arrive juste un tout petit peu tard pour l'enrouler, c'est de Leroy Sané, je crois, pour ce 2e but. Mais encore un Haaland, comme le dit Christophe, qui est en train de se transformer en joueur ultra complet et en attaquant capable, qui peut encore avoir des petits soucis sur le plan technique des premières touches ou des choses comme ça, notamment quand il faut jouer en remise. Mais sur tout le reste, ça commence à devenir terrifiant, pour reprendre un de tes propos du week-end. Non, oui, il fait peur. Mais quand il sort au pressing, vraiment, je suis en train d'essayer de retrouver une séquence, justement celle sur laquelle j'ai tweeté, là, où il gagne un duel de haut jeu. Derrière, il attaque la profondeur. Je la retrouve pas. Si Christophe, tu la retrouves, le moment où il fait ça, tu me diras, toi qui viens de voir le match. Mais ouais, il est terrifiant parce que au-delà de la volonté qu'il a d'aller presser, c'est qu'il va très très vite en fait. C'est-à-dire que sur 15-20 mètres, quand il vient sortir sur toi, sur un temps de passe ou qu'il vient t'enfermer dans un espace, alors en plus il prend de l'envergure, donc je pense que quand il te cadre, tu vois plus rien. Tu vois, autant il y a des joueurs quand ils te cadrent, tu peux voir un peu. Je pense que Naby Keita qui vient de cadrer, c'est un peu plus dur, mais Haaland qui vient de cadrer, je vois, à mon avis, tu as la vue complètement obstruée. Donc ouais, c'est un joueur hyper complet, et je pense qu'en plus, contrairement à d'autres joueurs, on parlait de Mané ou Salah, ou Mbappé, Neymar surtout, où on m'a répondu ouais, mais Neymar il peut être discipliné, il y a des matchs où il a défendu, oui, Mbappé à la Coupe du Monde, avec Deschamps, il défendait, ouais, bon, Matuidi n'était pas titulaire par hasard non plus, donc j'entends bien, mais à Hollande, je pense que t'as pas besoin de lui dire. Et ça, c'est quand même un truc qui est hyper intéressant pour un coach, c'est que ce que tu n'as pas besoin de dire, ça te permet de gagner du temps sur le reste. Si t'as pas besoin de lui demander et de le convaincre de courir pour les autres, et même pour lui-même, tu peux passer à plein d'autres choses, et tu peux d'ailleurs développer plus de choses collectivement. Donc c'est vraiment un joueur ultra moderne, qui a le gabarit, qui a la qualité technique, qui a la qualité de déplacement, qui a l'état d'esprit, qui a la capacité athlétique, que ce soit défensive ou offensive, et qui, par contre, n'a absolument rien à foutre des médias. Oui, il suffit de lire ses interviews pour ça, ouais. Ouais, j'ai entendu son interview post-Ligue des Champions là, cette semaine où il fait des réponses monosyllabiques, et t'as le Jamie Carragher qui à la fin dit oh, « Enfin, j'en pouvais plus de cette interview !» Alors, je crois qu'il l'avait expliqué en plus, enfin, je sais pas, ça l'intéresse pas du tout, il veut pas parler, etc. Mais je suis curieux de voir si ça va continuer lorsque le mec va devenir, s'il le devient, un truc marketing énorme, parce qu'il est destiné à l'être, mais s'il veut rien faire de médiatique, ce sera peut-être le premier joueur finalement qui se sert pas de son image, et ça pourrait être un peu rafraîchissant, parce que le joueur en lui-même, ouais, c'est le côté cyborg qu'on avait déjà évoqué avec lui quand il avait explosé. En plus, il a un peu un air pour ceux qui connaissent Dragon Ball, de C16 ou C17. C'est lui qui se fait écraser par Cell. Dans la tête, se fait écraser par Cell. Désolé s'il y a des gens qui n'ont pas encore lu ou vu Dragon Ball. Mais tu vois, cet air un peu scandinave, nordique, les yeux bleus, les cheveux clairs, la carrure. Je le vois bien en cosplay j'ai un doute, il me semble que c'est C16. Je suis obligé de vérifier, du coup, je le fais en même temps. Oui, non, t'es pas obligé. Je vous conseille de regarder C16 DBZ, qui est un mec très gentil et un cyborg qui défend les oiseaux. Ouais, c'est très mignon. Voilà. Par contre, juste pour on va dire l'identité marketing, d'avoir un jeu de cyborg et de répondre de monosyllabes, si t'en joues, ça peut aussi accentuer ce côté cyborg, quoi. Ça peut. Je dis pas que forcément lui va vouloir se construire une image médiatique là-dessus,
Mais ça peut justement être une forme de running gag à la Popovic, mais version foot où le mec n'est pas humain en fait. Ouais, c'est possible, ouais. Mais bon, est-ce que vraiment les gens sont séduits par un robot? Il va faire des pubs pour entreprises d'intelligence artificielle ou des trucs comme ça quand ça sera démocratisé. Je sais pas. On passe à une nouvelle petite rubrique, pardon, je vais y arriver. Dans Vue du banc, en début de saison, je crois que c'était le premier épisode ou le deuxième, je pense. On s'était arrêté sur nos équipes à suivre. Et là, alors que c'est la trêve internationale, on va faire rapidement un petit stop ou encore. Donc Christophe et Raphaël, à tour de rôle, je vais vous donner des équipes et vous me dites stop, on arrête de les suivre, ou encore on continue. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite phrase pour argumenter. Donc on va faire une chacun, histoire d'aller assez vite. Christophe, on commence. Je fais dans l'ordre. Donc Ligue 1, Première Ligue, Liga, Serie A, Bundesliga. Il n'y a pas de choix particulier. Donc Christophe, Nice. 1000 fois stop. Même si les adversaires font tendance à faire des bons matchs contre eux, mais pour Nice, l'équipe en elle-même, là, ça va pas du tout. Enfin, non. Raphaël, Saint-Etienne. Non. Enfin, c'est stop ou encore. Donc merci de garder la punchline, merci. Stop, pardon, mais la question a été posée non, oui ou non. Stop. Avec petite curiosité pour certains très jeunes joueurs, mais stop parce que, comme le disait notre ami Julien Maumont, alors que d'ailleurs Saint-Etienne était quasiment leader, le mec craignait pour leur maintien. Et on lui disait, mais t'es fou, Julien. Et en fait, Julien, qui est l'autre C16 du monde du football, avait raison. C'est peut-être le seul qui pourra avoir des interviews de Haaland parler dans le même langage. Incroyable, l'humanité va être dépassée. Ce sera la singularité. Ils vont apprendre des trucs entre eux, on pourra plus les tenir après. Après Saint-Etienne, qui a aussi perdu Fofana et Masson sur blessure et sur départ aussi à Leicester. Ça peut être aussi un petit peu joué dans leurs difficultés actuelles. Christophe, Rennes. Encore, parce qu'il y a des choses à suivre et cette équipe n'est pas devenue mauvaise, sachant que dans tous les cas, on avait dit ça avant le début de saison, donc on savait pas forcément que Rennes allait très bien débuter. Encore, mais ça devient un peu plus neutre, donc là c'est limite du encore, savoir comment vont être résolus les problèmes, que il y a du spectacle toutes les semaines, on se régale. Mais ça reste une très bonne équipe de ce championnat, donc on continue à suivre. Raphaël, Monaco. Encore, parce que ça a l'air de commencer à tourner, qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés dans cette équipe, que c'est une Ligue 1 assez ouverte. Donc ouais, encore, et on les a pas non plus énormément vus. Ils jouent pas de Coupe d'Europe, donc il faudra les voir contre les gros à nouveau. Ouais, Monaco, je confirme le encore. J'avais des doutes sur leur histoire d'équilibre dans pas mal de matchs, et notamment face à l'Olympique Lyonnais. Et là, Kovac a l'air d'avoir trouvé un 4-4-2 qui est plutôt cohérent, qui a l'air de fonctionner sur les deux derniers matchs, mais c'était face à Bordeaux et Nice. Donc il y a ce petit bémol de l'adversité quand même. De toute façon, au retour de la trêve internationale, ils affrontent le PSG, donc ça sera un très bon test pour eux. Christophe, justement l'Olympique Lyonnais. Selon l'humeur. Si t'es de bonne humeur encore, parce que il peut y avoir des bonnes surprises. Si t'es de mauvaise humeur ou que t'es fan de l'OL et fan de l'OL de mauvaise humeur, stop, parce que 2 semaines sur 3, tu vas être plus en rogne après avoir vu le match qu'avant. Il y a quand même 2-3 petits... Enfin, moi, par exemple, un Kadewere, ça m'intéresse de suivre son évolution. Je suis pas sûr qu'il a un plafond incroyable, mais j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Paqueta, enfin, il y a beaucoup de bons joueurs, notamment au milieu, mais souvent, entre le produit emballé et ce que tu trouves déballé, c'est un peu comme les Kinder Surprise, au final, t'arrives pas à monter le truc. C'est souvent mieux sur le petit papier ou sur la boîte que ce que tu as en réel. Raphaël, le RC Lens. Encore, j'ai pas vu le match de ce week-end, mais quand tu fais 4-4 contre Nîmes, c'est ça? Non. Contre Brest? Non, pas du tout. Brest n'a pas pu l'île. Contre... non. Je sais plus. Contre qui? Reims, pardon. Je confonds Nîmes et Reims. Contre Reims, oui, encore. Puis on a vu de belles choses de Lens depuis le début de la saison. Je les avais mis comme l'équipe à suivre en Ligue 1 dans mon papier pour l'équipe, et ça se confirme depuis ça. En plus, petit à petit... J'imagine qu'ils vont se rapprocher du retour de Ganago. Donc ouais, encore. Allez, on enchaîne stop ou encore. On passe à la Première Ligue. Christophe, Arsenal. Je vais quand même dire encore, mais je suis de plus en plus sceptique sur ce que va faire Arsenal. Parfois, j'ai l'impression que Arteta, c'est les sorties de balles de Conte en moins bien et pas grand-chose d'autre autour.
Je suis encore tombé, bon, j'étais au boulot, mais j'avais le match en fond sur la télé du service sur la défaite 3-0 face à Aston Villa de la légende Ollie Watkins. Encore, mais plus pour longtemps, j'en ai peur. Je suis assez sceptique sur ce qui se passe sur le terrain depuis quelques semaines. Raphaël sur Everton. Encore grâce aux joueurs, mais le jeu il me paraît pas si flamboyant que ça. En plus, Richarlison était suspendu à juste titre, il devrait être suspendu pour toute une carrière, mais voilà. Encore légèrement. Christophe, Leeds. Encore, même s'il faudra arrêter de prendre des buts dès que l'adversaire attaque. Il faudra que Robin Koch arrête d'être impliqué sur tous les buts encaissés, mais encore évidemment. Raphaël sur Chelsea. Encore parce que en fait ça a été longtemps non parce que les matchs étaient moyens, mais j'ai l'impression que ça se met un petit peu en place. Puis l'intégration de Ziyech a l'air de bien fonctionner. Et enfin pour la première ligue, Christophe sur Manchester United. Plutôt stop, c'est très personnel. Les joueurs devraient permettre de dire encore, notamment Bruno, qui à lui seul peut rendre intéressant plusieurs matchs, Rashford aussi, mais ça me gonfle à titre personnel de voir Manchester, ça dépend trop des joueurs pour moi. Donc il y a trop d'équipes qui jouent suffisamment bien pour que je continue. Enfin, je dis ça, je les ai encore vus ce week-end, mais pour moi ce sera un stop, pas franc et marqué, mais un petit stop. J'ai presque envie de dire encore si il y a changement d'entraîneur. Et si Van de Beek joue pour Christophe. Voilà. Ouais, c'est vrai aussi. Enfin, s'il y a changement d'entraîneur et que Van de Beek joue, parce que Van de Beek avec cet entraîneur-là, je le crois pas capable de bien l'utiliser. On passe à la Liga. Raphaël, Villarreal. Encore parce que j'espère que Kubo va se faire sa place, et encore parce que je les ai pas beaucoup vus. Donc en fait, ça va être un encore de début. Ok. Christophe, sur Villarreal, encore aussi, ou pareil, tu t'as pas pu beaucoup les voir pour l'instant? Alors, je les ai pas vus autant que je voulais, mais je les ai quand même plus vus que Raphaël. Encore, mais parce que ça, c'est pas dégueulasse pour ce qui se met en place. Et mais il y a pas encore la bonne formule, mais franchement, c'est pas mal. Chukwueze a marqué, Labaka était bon en Coupe d'Europe. Kubo commence à s'intégrer petit à petit. Et j'aime beaucoup la paire d'attaquants Paco Alcacer, Gérard Moreno, c'est assez complémentaire. Donc plutôt encore quand même, et ça confirme qu'Unai Emery est peut-être meilleur dans des clubs de cette stature-là. Raphaël, la Real Sociedad. Encore, à fond, encore. C'est un de mes visionnages hebdomadaires avec Sassuolo. Donc ouais, en plus ils enchaînent bien là. C'est une des rares équipes qui arrive à maintenir son intensité, son projet de jeu toutes les semaines. Bon, c'est pas une équipe qui est parmi les plus intenses. C'est pas Leverkusen, c'est pas Leeds. Mais ils ont un jeu assez léché, donc ouais, encore à fond. Christophe, le Barça. Encore, mais avec des réserves sur ce qui est fait. Busquets dans un double pivot, cette charnière centrale de l'enfer depuis quelques mois. Mais encore parce qu'il y a des super joueurs, même si on va perdre Fati, je pense, pour quelques temps, quand ça se met en place et quand il y a Messi, ça reste du football assez plaisant malgré tout. Et enfin, pour la Liga, Raphaël, sur le FC Séville, qui a du mal en championnat, même s'ils ont pris leurs points en Ligue des Champions. Ouais, mais encore parce qu'on les a vus contre Rennes et on sait ce dont ils sont capables, et parce qu'il y a Jules Koundé. Évidemment. Christophe, on passe en Serie A. On va commencer, par Raphaël en parlait tout à l'heure un petit peu, de Sassuolo. Encore, même si le match de vendredi soir contre l'Udinese, j'ai vu une bonne partie, c'était l'enfer. Terrible. Je pense que ça termine à... Ouais. T'as moins de XG cumulé que sur le match de Marseille, je crois que ça termine à 0,10 et 0,15, un truc du style. Mais équipe ultra ambitieuse par rapport à ses moyens, et avec au-delà du collectif qui est vraiment très léché, et des individualités qu'on connaissait déjà, type Caputo qui marque beaucoup de buts et Berardi qui est référencé depuis pas mal d'années maintenant. La progression de Locatelli est vraiment aussi très intéressante à suivre. Raphaël, on va éviter de parler de la Juve, l'Atalanta et l'Inter. On s'est déjà occupé d'eux, donc on va aller plus vite. Et donc on va s'arrêter juste sur le Milan AC. Tu peux me demander pour la Juve, si tu veux. Ah, vas-y, pour la Juve alors. Stop. Ok. Et donc le Milan AC. Encore pour les mêmes raisons que Villarreal, parce que ça gagne et parce que je les ai pas assez vus. J'ai commencé par rattraper un peu du Milan-Lille, mais je les ai pas vus assez, donc voir si le jeu est à la hauteur des résultats. D'ailleurs, petite parenthèse sur Lille, mais ce n'était pas dans nos équipes à suivre en début de saison,
parce que on savait déjà ce qu'ils allaient faire, donc il n'y avait pas forcément une question. On savait que le 4-4-2 était installé, etc. Mais Lille, encore, évidemment, après leur victoire sur le Milan, même si c'était plus compliqué ce week-end avec la première mi-temps catastrophique face à Brest, ça reste une valeur sûre en Ligue 1 si on veut voir un peu de foot et surtout de la cohérence dans les idées, dans le projet de jeu. Et enfin, Christophe, on repart en Bundesliga avec Leverkusen. Encore et encore et encore. Ok. Raphaël sur Leipzig. Encore, pour voir s'ils vont sortir de cette poule de Ligue des Champions. Mais c'est pas l'équipe. Disons que je crois que c'est pas une des 2 ou 3 équipes allemandes qui m'excite le plus cette saison. Et c'est étonnant vu qu'on sait ce que peut faire Nagelsmann. Et on termine tous les deux, peut-être en commun, je ne sais pas, avec Gladbach. Encore, même si c'est un tout petit peu moins bon que la saison dernière en championnat, parce que je pense que la gestion de la Coupe d'Europe pompe les énergies. Et là, par exemple, Plea a été remplaçant ce week-end en championnat. Je pense que voilà, il faut apprendre à digérer les 2 matchs par semaine avec un gros groupe de Ligue des Champions. Mais Raphaël, qui avait Leverkusen Gladbach en télé là tout à l'heure, confirmera, enfin en télé ou sur son ordinateur, peu importe, mais confirmera que cette équipe ne s'est pas reniée d'une saison sur l'autre, même si parfois c'est un tout petit peu inférieur à ce qui pouvait être fait l'an dernier. Raphaël, tu confirmes ? Ouais. Puis encore aussi, parce que s'ils arrivent à sortir de cette poule de Ligue des Champions alors qu'ils étaient chapeau 4 et qu'ils tombent sur un gros groupe, ce sera déjà une compète réussie. Et parce que contre les Leverkusen, ils ont aussi participé à la qualité du match. Alors, je trouve que j'ai trouvé les Leverkusen plus forts là sur les 30-40 minutes que j'ai vues. Mais ouais, encore quand même, notamment pour les progressions de Plea et Thuram. Et voilà pour notre petit stop ou encore. On en refera peut-être au mois de novembre, qui sait. Ou au mois de décembre même avec la trêve, puisqu'on est déjà en novembre en fait. On passe tout de suite au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris, donc cette semaine où je me suis mis au repos en animant cette émission, au repos sur un 2 sur 2, puisque mes 2 paris sont rentrés, le but de Vardy et la victoire de Leicester, et l'autre pari, je ne m'en rappelle plus, mais il est passé aussi haut la main. Donc voilà, à vous de faire aussi bien, Christophe et Raphaël. Christophe, t'avais fait combien Alors non seulement c'est 0, mais c'est un 0 catastrophique. Castrovilli qui marque, la Fiorentina n'a pas marqué. Et pas de but dans les 35 premières minutes d'Elche, il y en avait 2 au bout d'un quart. Donc ça va pas... Voilà, c'est dur. Une semaine à oublier, et donc vas-y, essayons de rattraper ça cette semaine. Ouais, alors je vais pas survendre mes paris. Alors c'est quand même ce que je vais parier, donc du coup j'ai un minimum de confiance, sinon j'aurais parié autre chose. Mais je suis pas spécialement inspiré. Mais je vais quand même essayer de faire au mieux, même si j'ai plus mes petites statistiques sous les yeux, mes petits historiques de matchs. Donc je vais faire à moitié ça de tête sur pourquoi est-ce que j'étais inspiré par ces idées. Le premier, Allemagne, République tchèque, double chance, République tchèque ou égalité à 3-10. Donc formulé plus simplement, l'Allemagne ne gagne pas. Alors pas tant que j'ai une confiance incroyable dans la République tchèque, qui notamment... alors je sais pas quel sera le gardien aligné là, mais généralement les 2 qui tournent, c'est Kubek et Vaklic. Et Vaklic et les deux sont remplaçants en club, donc du coup rien que ça donne pas une confiance absolue, et voilà, il n'y a pas une génération incroyable. N'empêche que ce qui se passe avec les clubs nationaux est assez sympathique. Le Sparta, 2 des projets de jeu les plus identifiés et les plus efficaces en Europe, on va dire à leur niveau de compétition, quoi, club hors 5 grands championnats. Donc je me dis que sur peut-être que le fait de pas avoir joué pendant un mois sur le championnat national va les aider. En tout cas, ça a pas été préjudiciable à ces clubs-là sur les derniers matchs européens. En face, l'Allemagne est un peu dans le dur. Là, je regardais sur les 5 derniers matchs, il y a une victoire face à l'Ukraine 2-1, et sinon 4 nuls face à la Suisse et la Turquie 3-3, et 1 partout face à l'Espagne et encore la Suisse. Alors, on pourra me dire à juste titre sans doute que ces équipes-là sont meilleures que la République tchèque, mais j'ai envie de croire dans une forme de loi des séries qui veut que l'Allemagne, même quand elle est bonne, elle ne gagne pas dans un match qui n'a pas d'enjeu. On est sur un match amical avant les échéances de Ligue des Nations, comme pour mon autre match d'ailleurs. Donc du coup voilà, que le petit entre guillemets soit plus motivé à ne pas perdre l'amical que le gros, 3-10, pourquoi pas. Et on enchaîne avec ton deuxième pari que je n'ai pas non plus sous les yeux, donc je vais te laisser le lancer.
Mon deuxième pari, côté à 9, parce que j'ai envie d'essayer de prendre le lead sur le plus gros pari réussi dans l'histoire de Vue du Banc, que tu as réussi l'autre fois. Donc c'est Pays-Bas-Espagne, 0-0 finale, côté 9 comme je le disais. Parce que l'Espagne, même si, alors voilà, Espagne-Pays-Bas, on imagine plutôt un truc, alors offensif oui non, mais en tout cas du jeu. Pas deux équipes qui vont attendre en bloc bas, deux équipes qui essaieront de faire des choses. Mais finalement, les intentions de l'Espagne se heurtent parfois à une réalité qui est qu'il y a pas mal de situations, moins d'occasions et encore moins de buts. Et sur les 3 derniers matchs, il y a une défaite 1-0 en Ukraine, une victoire 1-0 face à la Suisse et un 0-0 face au Portugal. Donc ça fait assez peu de buts dans les matchs espagnols. Et c'est surtout ça qui m'intéresse plus que le côté néerlandais, en tout cas dans le cadre du pari. Le fait que l'Espagne ne va peut-être pas emballer le match de manière folle, surtout que les Pays-Bas sur les derniers matchs, c'est un petit peu la même idée, surtout face à l'Italie. 0-0 face à la Bosnie, défaite 1-0 face au Mexique et face à l'Italie, victoire 1-0 face à la Pologne. Enfin voilà, là aussi il y a pas orgie de but. Donc même scénario que sur le match où tu avais réussi ton pari d'ailleurs la dernière fois sur le 0-0 entre l'Espagne et le Portugal, où moi j'avais plutôt vu une victoire du Portugal, à savoir que les matchs amicaux pré-Ligue des Nations sont généralement moins spectaculaires que les matchs de Ligue des Nations, et c'est un peu des équipes qui bissent, un peu des tests, voilà, faut ménager les physiques de joueurs qui sortent juste de matchs en club. Donc du coup, je pense que ça se donnera pas forcément à fond, et que s'il y a 0-0 à la 60e, ça peut finir tranquillement le match et enterrer le score. À 9, je me dis que quitte à rentrer un pari, autant y aller à fond. Eh bien, merci Christophe. On passe au pari de Raphaël, qui évidemment est aussi sur du football de sélection. Et il va commencer avec la rencontre justement entre le Portugal et l'équipe de France. Ouais, je suis parti sur 2 matchs de la Ligue des Nations et les motivations pour mes 2 paris vont être quasiment les mêmes. Portugal-France, donc match retour. Le match aller avait été, comment le qualifier, Flo ? Nul ? Oui, on peut dire ça, oui. Et c'est mon pari d'ailleurs, parce que je pars sur un match nul à 2,95 entre le Portugal et la France. Alors match nul, le score, hein, pas la physionomie. Mais aussi la physionomie. S'il y avait des cotes, j'irais aussi là-dessus. Parce que les 2 équipes sont en tête de leur groupe de Ligue des Nations, parce qu'elles seront à l'Euro, donc la Ligue des Nations qu'elles font actuellement ne leur sert à rien, à part rajouter des matchs au calendrier. Déjà, la Ligue des Nations avant ne servait pas à grand-chose, mais il y avait quand même ce truc dans fin de saison de gagner quelque chose. Mais là, tu vas un Euro. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des finales de Ligue des Nations ? J'imagine, que ça va être repoussé à un autre moment, je pense. Ce qui n'aura aucun sens, du coup, ce sera comme des matchs amicaux parce que ça va être dans un calendrier où il y a 1000 choses plus importantes. Donc, je pense que les sélectionneurs, les joueurs qui vont enchaîner les matchs, qui ne vont pas avoir envie quand même d'avoir une note négative et une petite défaite, vont, pourquoi pas faire un 0-0, un partout, un match qui contente tout le monde et qui déçoit personne, en tout cas parmi les acteurs du match, pas parmi les téléspectateurs. Donc nul à 2,95, dans la lignée de la trêve internationale précédente pour Portugal-France. Et donc pour Belgique-Angleterre, le match nul aussi. Oui, à 3,10, Belgique-Angleterre. Là, la Belgique est première de sa poule de Ligue des Nations avec 9 points. L'Angleterre est troisième ex aequo avec le Danemark qui est deuxième à 7 points. Il y avait eu un match aller qui avait été plutôt intéressant. Je me souviens plus de ce que ça avait donné en termes de score, mais je me souviens que Lukaku avait fait beaucoup de mal sur le match. Même si l'Angleterre avait gagné le 11 octobre, 2-1. J'étais parti à 1-0 pour la Belgique, je crois. Ouais, c'est ça, Lukaku avait marqué un péno. Avec une Angleterre qui ressemble plus du tout à l'Angleterre ambitieuse de la Coupe du Monde 2018. Franchement, dans le jeu, c'est bien moins intéressant. Et la Belgique qui pourrait faire sans De Bruyne, là, parce qu'il était un peu sorti, fin de finir le match en boitant contre Liverpool. Donc un peu les mêmes motivations, ce sont des joueurs pour 90% des joueurs concernés qui enchaînent les matchs de Coupe d'Europe et de Championnat, qui vont avoir des choses plus importantes à jouer, que ce soit une semaine après, ou 2 mois après, ou 6 mois après ces matchs de Ligue des Nations. Donc j'ai du mal à croire à un match qui va s'emballer. La Belgique, il leur suffit d'un point pour finir en tête de cette poule-là, parce qu'ils ont une belle différence de but. Donc le match nul entre les 2 équipes à 3-10. Merci Raphaël, merci Christophe. On a fait le tour pour cet épisode. Prochain rendez-vous avec Vue du Banc et les gratuits, ça sera la semaine prochaine à l'issue
de la trêve internationale et des rencontres de l'équipe de France. On évoquera ce qu'il y a évoqué des matchs de l'équipe de France, et si c'est trop court, il y a des chances, on trouvera un petit quelque chose à faire, peut-être un point sur la Ligue 1 avant qu'elle reprenne et qu'elle nous amène jusqu'à la trêve hivernale. C'est pas encore décidé, on va se pencher là-dessus. Et en attendant, qu'est-ce qu'on va retrouver sur le Patreon, Christophe ? Ah, salut, on inverse les rôles. D'habitude, c'est moi qui te demande et là, c'est toi. Alors, il y a eu publié il y a quelques jours de cela maintenant notre épisode sur la finale du mondial U20 entre le Brésil et le Portugal avec le triplé involontaire d'Oscar pour la victoire 3-2 du Brésil après prolongation et beaucoup de choses rigolotes, qu'on vous laisse découvrir là-dessus. Et a déjà été enregistré une FAQ en fin de semaine dernière qui n'a pas encore été montée, publiée. On essaye d'étaler un minimum pour pas qu'il y ait 5 épisodes le même jour et ensuite rien pendant 2 semaines. Donc je pense qu'on mettra ça mercredi, jeudi, en tout cas un tout petit peu plus tard dans la semaine. Mais voilà, ça arrive et ça va continuer à vous occuper pour ce confinement. Raphaël, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, mais t'es un très bon animateur, Florent. C'est sympa aussi d'être entre tes mains. Que dire après ça ? Sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut. Ciao. Le blues, cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.